tous, on va pouvoir commencer. Ravi de vous accueillir et de me présenter par la même occasion. Nicolas Bocquet, le nouveau directeur général de l'Institut Paris Région. Je suis arrivé le 1er juillet ici. C'est mon premier petit déjeuner décideurs-chercheurs. J'ai pu suivre l'année dernière où j'étais au cabinet de la présidente à la région et puis avant, j'ai vu les replays de ce que vous avez fait en Covid, de la manière dont on a maintenu cet espace de dialogue à un moment où c'était compliqué d'être ensemble physiquement, mais très heureux de voir que l'Institut continue à jouer son rôle de lieu de rassemblement, de croisement entre les collectivités, la société civile, les experts, pour explorer des thèmes, apporter quelques questions, mais surtout apporter quelques réponses, mais surtout se poser des questions ensemble et explorer des thèmes émergents, puisque c'est l'une des fonctions de l'Institut Paris Région. Et évidemment, sur ce thème de la low-tech, on est en plein dans cette fonction et dans ce triangle de réflexion où on s'apprend les uns les autres entre décideurs, experts et société civile. Voilà. Alors, moi, la low-tech, c'est vrai que je découvre. Il se trouve que j'ai été 4 ans conseiller à l'ambassade de France à Taïwan. Donc, moi, je suis plutôt habitué à la high-tech et à la course technologique et à la manière dont on est évidemment, dans un pays comme la France et en Europe, qu'on le veuille ou non, dans cette course technologique avec des enjeux importants. De plus en plus, on peut penser à la 5G ou à d'autres. Et je dirais que c'est une de nos responsabilités quand même collectivement de rester dans cette course technologique. Et en même temps, on voit bien que cette course technologique, elle nous emmène dans des murs, ou en tout cas on peut le craindre, des murs environnementaux, des murs sociétaux, sur les effets de la technologie sur nos sociétés. Et donc on est évidemment obligé de se poser des questions, en même temps qu'on doit rester dans cette course technologique, sur le sens et les effets, et sur le discernement, c'est un mot que je pense important dans notre réflexion, sur le discernement qu'on doit avoir dans nos usages et dans la manière dont les technologies façonnent nos vies et façonnent nos villes. Et donc c'est vrai qu'un endroit comme celui-ci, qui porte une réflexion sur la ville, sur l'urbanisme et l'aménagement, c'est un endroit où se croisent ces réflexions autour de la low-tech. Ce sont des choses qu'on a commencé à explorer ici à partir de 2019. Donc on est ravis à la fois poussé par des réflexions extérieures et puis en même temps on explore ici des choses dans une dimension très transversale. Donc vous en parlerez. Mais Christina, Odile, vous travaillez ensemble, vous travaillez avec toutes les dimensions de l'Institut sur une thématique transversale. C'est là où l'Institut a une valeur ajoutée, en dialogue avec la société civile, les associations, d'autres experts, les chercheurs, et puis évidemment les collectivités. Et le secteur privé, les grandes entreprises, qui sont représentées ce soir. Et donc ce regard croisé aussi, ce matin, pardon, je suis fatigué. Et donc ce regard croisé, acteurs privés, acteurs associatifs, c'est, je pense, particulièrement intéressant pour nous ce matin. Merci à tous ceux qui ont préparé ça. Merci à Brigitte qui prépare ces petits déjeuners. Merci à toute l'équipe d'organisation. Et je suis ravi de vous laisser la parole, peut-être en commençant par toi, Brigitte, pour la suite. Merci beaucoup Nicolas. Donc Brigitte Guigou de l'Institut Paris Région. Et vous dire que on est vraiment très très content ce matin que vous soyez tous là parce que ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on n'a plus fait de petits déjeuners décideurs-chercheurs en présentiel. On les a fait en distanciel. Et c'est précieux d'avoir des moments partagés où on est là vraiment tous. Et puis comme c'est un petit déj low-tech, là on est vraiment en cohérence. Voilà. Et d'ailleurs, il y aura peu de diaporamas, donc on va éteindre assez vite l'ordinateur. Voilà. Donc quelques mots. Je ne vais pas déflorer le sujet puisqu'on a des intervenants qui sont vraiment pointus et qui ont beaucoup de choses à nous dire sur ce sujet, comme le disait Nicolas, émergent, transversal, foisonnant, et qui vous intéresse, puisque ce matin, on a 66 inscrits à 8h30, c'est bien, je trouve. C'est une belle performance. Ça montre que l'Institut joue bien son rôle de lieu d'échange et de confrontation des points de vue et des savoirs. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Donc je vais animer cette matinée qui va débuter par une courte présentation par mes 2 collègues de l'Institut Paris Région, Christina Lopez et Odile Soulard, sur qu'est-ce que la low-tech, en s'appuyant sur vos travaux.
Ensuite, je passerai la parole à nos deux intervenants. Donc, Quentin Mathéus, qui est très exactement coordinateur des enquêtes du Low-Tech Lab et de l'expérimentation territoire Low-Tech à Concarneau. Et Mélina Lompré, à côté de moi, qui est coordinatrice développement durable à Bouygues Télécom. Bouygues, pardon, excusez-moi. Bouygues, voilà, Bouygues, exactement. Donc, on aura 15-20 minutes d'intervention et puis un débat ensuite pour finir à 10h30. Donc, je voulais juste vous dire qui vous êtes là dans la salle, une bonne soixantaine d'inscrits. On a pas mal de personnes qui viennent du monde de l'enseignement, de la recherche et des étudiants. Vous êtes plutôt du côté de l'étude, plutôt du côté de l'analyse. Il y a des journalistes aussi, mais il y a quand même un certain nombre de représentants des collectivités locales, de la région, des opérateurs, des promoteurs et de l'État. Voilà, donc un panel diversifié. Sans plus tarder, Christina, je te laisse la parole. J'arrive. Voilà. Écoutez, ce sera le seul visuel. Je l'ouvre. Déjà, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Ça fait, comme le disait Brigitte, plus de 3 ans qu'on travaille en fait sur la low-tech, et je crois que c'est la première fois qu'à l'Institut, on sort la low-tech de nos placards. Et c'est l'intérêt de ce petit déjeuner, que ce soit clair, c'est vraiment les échanges, car rien n'est vraiment fermé dans cette démarche low-tech. C'est un questionnement qui est foisonnant, mais qui mérite un échange et une interaction. Voilà, parce c'est un processus à construire. La low-tech, à l'origine, elle a surtout été portée par les ingénieurs. Et souvent, dans l'imaginaire de la plupart des gens, quand on pense low-tech, on pense à un outil simplifié, robuste, accessible. Et nous, la question qu'on s'est posée à l'Institut Paris Région, et quand je dis nous, c'est l'Institut Paris Région, l'AREP, qui est là en partie, et financé et supporté par l'ADEME Île-de-France, car clairement, enfin, ce projet, il a vraiment été accompagné et supporté par l'ADEME Île-de-France. On s'est demandé, puisque la low-tech était une démarche, si on appliquait cette démarche, pas à un système technique, mais à un système urbain, à un système métropolitain, qu'est-ce que ça pourrait donner, une démarche low-tech, dans un système métropolitain, dans une ville? Et à quoi pourrait ressembler une ville low-tech si on appliquait la démarche low-tech dans tout ce qu'on fait? Et quand on parle système urbain, que ce soit clair, nous, dans notre représentation du système urbain, il y a les infrastructures, le bâti, enfin la fabrique de la ville. Mais pour nous, une ville, c'est pas seulement ça, c'est aussi tout ce qui permet le fonctionnement du ville. C'est-à-dire les acteurs économiques, les modèles économiques, l'approvisionnement, les mobilités, les modes de vie. Tout ça, en fait, ça fait le système urbain. Et l'un et l'autre ne sont pas indissociables. Alors maintenant que ce petit détour, j'ai carrément oublié le micro, mais je pense qu'on m'entend suffisamment. Ouais, c'est pas grave, on y va. Donc, un enregistrement. Donc il vaut mieux que tu le prennes. D'accord. C'est pas ce que je préfère, je vous le dis. C'est ça. Donc, en gros, la question, je vais me lever parce qu'il faut que j'utilise mon laser. La question centrale, en fait, c'est comment les acteurs de la ville, et quand on parle des acteurs de la ville, vous avez bien compris qu'on parle des collectivités, mais on parle aussi des entreprises, on parle des aménageurs, on parle de la société civile, on parle de tous les acteurs de la ville. Comment est-ce que ces acteurs de la ville peuvent passer d'une position où ils sont en soutien d'un système à bout de souffle et fragile à un système ici plus robuste, à échelle humaine et plus résilient? Alors, petit détour sur là où on en est aujourd'hui. C'est ce système-là que j'ai représenté par cette boule, c'est-à-dire que c'est un système en fait qui est pensé pour croître. C'est-à-dire que les modèles économiques, nos modes de vie, enfin tout ça a été pensé pour croître et pour être dans des économies d'échelle. Et ça pose un certain nombre de problèmes.
Alors pourquoi est-ce qu'il est fragile? C'est parce que, en gros, plus on consomme, plus, comme le disait Nicolas Bocquet, on commence à atteindre des limites, et on voit bien que sur un certain nombre de sujets, on est hors des limites biophysiques permises par notre environnement. Plus on consomme de ressources, plus les conditions d'accès à ces mêmes ressources se détériorent. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, les ressources les plus abondantes, les plus accessibles ont déjà été consommées. Donc ce qui arrive, en fait, c'est des ressources qui sont plus chères, moins accessibles. Alors évidemment, on peut toujours aller chercher des métaux sur la Lune, mais à quel prix et quelle consommation d'énergie pour aller sur la Lune? Est-ce que tout ça est tout à fait réalisable et soutenable? Une accumulation matérielle qui améliore marginalement les conditions de vie. On voit bien que l'iPhone, le dernier iPhone, c'est pas l'arrivée de l'accès à l'eau potable dans les maisons. Et une baisse du pouvoir d'achat, des inégalités croissantes, une métropole, enfin une région Île-de-France qui est dépendante des importations pour son fonctionnement, des risques intraçables, parce que plus les chaînes sont mondialisées, plus elles sont croissantes. Vous voyez bien que finalement, on ne voit pas les limites de notre consommation, on a du mal à les percevoir, mais aussi les chaînes, elles deviennent tellement complexes, il y a tellement d'intermédiaires dans les chaînes de valeur et de production que finalement, ça devient impossible de connaître finement les risques d'approvisionnement. Dans une situation où, je vous le rappelle, les conditions d'accès aux ressources se détériorent. Donc on est en train d'augmenter, les risques augmentent, mais on n'arrive pas à les percevoir. Des systèmes techniques et des chaînes complexes, je l'ai déjà dit, et des pertes de savoir en matière de production, d'autonomie en matière de fabrication et de production. Donc vous voyez bien qu'on est vraiment dans un système effectivement qui est à bout de souffle parce qu'il est hors limite, et fragile parce que les risques ils sont de plus en plus importants et qu'on n'arrive pas à les sonder. Donc comment est-ce qu'on passe d'un système comme ça à un système plus robuste et à échelle humaine? Pour nous, la question, elle est vraiment dans ce détricotage-là que vous voyez. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on arrive à passer d'un système pensé pour croître avec des exponentielles à un système beaucoup plus réparti, beaucoup plus décentralisé, qui permet à échelle humaine d'appréhender mieux en fait les risques. Et quand on appréhende mieux les risques, a priori, on est quand même plus résilient. Et la question, c'est vraiment de se dire, et vous voyez bien là ici que toutes ces échelles, elles sont interconnectées. Il ne s'agit pas d'être dans une autonomie qui est complètement fictive. Je veux dire, il s'agit juste de réorganiser, de démultiplier plutôt que d'être dans des économies d'échelle. Et ça passe par 4 piliers. Le premier pilier, c'est celui du juste besoin. Et quand je dis pilier, que ce soit clair, je n'arrêterai pas de le dire, c'est une approche qui est systémique. C'est-à-dire que tout ça, c'est tout à fait poreux. Il n'y a pas, on passe par 1, 2, 3, 4, c'est pas du tout linéaire. Hein. Donc le juste besoin, ça parle de nos modes de vie, de comment est-ce que dans nos modes de vie, on fait l'éloge du suffisant, comment est-ce que collectivement, on arbitre sur ce qu'est un besoin superficiel ou un besoin essentiel. Ça parle de comment est-ce qu'on prend nos décisions aujourd'hui dans les organisations, quels sont nos critères de décision et comment est-ce qu'on doit les faire évoluer au regard des enjeux à venir. Ça parle aussi de sobriété et de gestion des ressources. C'est-à-dire que, comme le dit, c'est Bruno Latour qui disait ça, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire coïncider le territoire où on vit avec celui dont on vit. C'est-à-dire, en gros, comment est-ce qu'on arrive à mieux gérer nos ressources, quelles sont nos ressources. Et quand je parle de ressources, que ce soit clair, c'est les sols, c'est la biomasse, mais c'est aussi tout notre capital matériel. C'est-à-dire tout ce qu'on a additionné au stock depuis des décennies et des décennies. Les bâtiments, nos vêtements, nos équipements, nos ordinateurs. Comment est-ce qu'on arrive à mieux gérer et à mieux préserver ce patrimoine ou ce capital naturel? Excusez-moi de ce mot, j'aime pas. Mais des vieilles urgences d'économistes sans doute. Et prendre soin des ressources et du vivant. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième, elle questionne l'échelle, c'est-à-dire à quelle échelle en fait les choses elles deviennent appropriables, à quelle échelle en fait on peut avoir la main sur notre résilience, sur notre approvisionnement. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit produire et où
pour être plus résiliente dans les années à venir. Et elle questionne la juste proximité et elle questionne aussi le principe d'économie d'échelle. C'est-à-dire que le principe d'économie d'échelle, il conduit à une concentration, généralement, pour optimiser finalement, et de se dire finalement, plutôt que d'être dans une économie d'échelle, on peut être aussi dans des échelles de démultiplication. Et finalement, le passage à l'échelle, c'est plus une question de démultiplication que de passage à l'échelle classique. Et enfin, le quatrième, qui est finalement le plus connu, qui est celui de la convivialité et de l'accessibilité, qui est comment est-ce qu'on simplifie finalement dans les processus de production, dans nos processus de manière générale, nos systèmes techniques, pour qu'ils fassent la part belle à l'intensité en emploi, c'est-à-dire remettre les outils à l'échelle des humains et faire en sorte qu'ils soient à disposition de la créativité humaine et pas l'inverse. Et reprendre en fait la main sur nos outils et nos objets pour pouvoir les réparer. Et ça parle aussi de savoir technique et de formation. Voilà en gros de quoi ça parle la low-tech. Vous avez bien compris que si on s'arrête à l'outil, on oublie tout ce qui est la démarche tout autour. Et je pense que nos intervenants vont largement nous en parler. Voilà. Vous retrouverez donc les publications de l'Institut sur la question de la low-tech. Il y a notamment ce rapport, il y a une note rapide. Et il y a un récit prospectif sur le site web de l'Institut. Alors, l'objet du petit déjeuner, c'est comment on atterrit sur la ville. C'est quoi une ville low-tech ? Odile. Merci Brigitte. Et merci Christina pour la mise en ambiance, on va dire. Donc maintenant qu'on voit un peu où va la low-tech, je vais essayer de vous la décrire un peu plus au niveau urbain. Donc si on applique à la ville, alors quand on dit ville, c'est vraiment tout le milieu urbain, de l'habitat dense à des milieux plus ruraux. Comment on peut appliquer la low-tech ? Alors la low-tech, on le voit, elle peut s'appliquer aux bâtiments, aux infrastructures. C'est à la fois des techniques, des produits, des services. Ça peut être des réseaux partagés de mobilité, ça peut être des matériaux, ça peut intervenir dans les bâtiments, ça peut être des entreprises, des coopératives, des monnaies locales, des circuits courts. Il y a énormément de champs en fait, qui touchent à l'urbain, qui peuvent embarquer en fait, des solutions low-tech. Et comme vous le disiez Christina, la low-tech, c'est aussi une démarche. Et cette démarche, elle pose le questionnement du besoin, de quoi avons-nous vraiment besoin ? Et les meilleurs moyens d'arbitrer. Quels sont aujourd'hui les critères d'arbitrage dans un contexte de contraintes environnementales, énergétiques, sociales ? Et ces critères d'arbitrage, ils peuvent nous permettre de questionner aujourd'hui, par exemple, le métabolisme urbain, tous les flux qui alimentent la ville, nos exportations. Il peut aussi nous permettre de réinterroger les modèles économiques des acteurs. Par exemple, dans une entreprise, se poser la question de la valeur demain. Qu'est-ce que c'est ? On en parlera notamment avec Mélina. Ça peut poser la question aussi de la place qu'on accorde au travail humain. Ça embarque aussi des questions autour des technologies, notre rapport aux technologies, et aussi toutes les questions autour des coopérations. Les coopérations entre les territoires, à quelles échelles, de l'hyperproximité à plus loin quand c'est nécessaire. Donc si on pousse le curseur et qu'on essaie de se dire qu'est-ce que ce serait un territoire low-tech, une ville low-tech, pour donner une définition un peu concise, ce serait de dire c'est un territoire qui est à la fois sobre et durable, qui est inclusif, qui est apprenant et qui est coopératif. Donc sobre et durable, c'est parce qu'il embarque avec lui les limites planétaires, on respecte la fragilité de nos écosystèmes, on se pose des questions de souveraineté, d'autonomie, mais aussi de justice sociale. On est plus dans une approche qui part de l'existant, où on essaie de réparer, de maintenir, d'entretenir les choses. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est plus sobre. Si on s'intéresse à l'inclusivité, c'est parce que la low-tech, en fait, elle est à l'échelle humaine. On ralentit. On est dans le temps qui est un peu plus long aussi. On trouve des solutions qui sont conviviales, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois appropriables et accessibles au plus grand nombre. L'utilité sociale, c'est quelque chose qui est au cœur de la low-tech. Donc on reprend la main aussi un peu sur nos vies, sur ce qui nous entoure, parce qu'on ouvre la boîte noire aussi parfois de solutions qui sont aujourd'hui trop complexes. En simplifiant, on va pouvoir reprendre la main, comprendre les choses, être plus impliqué. C'est quelque chose qui va faciliter aussi le lien entre les gens et le territoire, parce que voilà, on est plus en prise en fait avec ce qui nous entoure. Le troisième point, c'est une société qui est apprenante. La low-tech, elle fait énormément appel à l'intelligence collective, à la participation citoyenne.
On est dans des territoires où on va aussi renouer avec certains savoir-faire. Et le dernier point, c'est la coopération. La coopération entre tous les acteurs territoriaux, ça va des habitants aux collectivités, aux entreprises, et on questionne à chaque fois la juste échelle. Quelle est la bonne échelle pour les projets ? En essayant d'être le plus local possible, mais bien sûr, on est dans une échelle métropolitaine. Il y a des choses, forcément, on s'inscrit dans une compétition mondiale, il y a des choses qui se jouent aussi à d'autres échelles. Donc c'est tout ce questionnement sur les échelles, il est très important. Et il faut se dire aussi que la démarche low-tech, l'objectif, c'est pas d'être à 100% low-tech, c'est de trouver le bon mix, en fait, à chacun, à son échelle, qui permet d'aller vers plus de sobriété, être plus vertueux aussi d'un point de vue social. Mais chacun, on ne part pas tous du même point, en fait. Voilà, donc à chacun de trouver. Donc, comme le rappelait Nicolas tout à l'heure, en fait, on est aujourd'hui un peu enchâssé dans un système où on hérite de nos trajectoires techniques, c'est-à-dire que nos techniques et leur dimensionnement, ils ont un peu façonné nos villes. On hérite de nos routes, nos autoroutes, nos centres commerciaux, nos centres d'affaires. Tout ça, ça a un impact sur nos comportements, en fait. Et même si on veut changer aujourd'hui, en fait, c'est assez contraint, c'est compliqué. Surtout dans des grandes villes, il faut être un héros pour être complètement vertueux d'un point de vue environnemental ou social. Voilà. Donc tout ce système-là, il mérite aussi aujourd'hui d'être réinterrogé. Et la low-tech, en fait, en posant la question du besoin, de quoi avons-nous vraiment besoin, en posant des critères d'arbitrage, elle peut nous aider à cheminer et à trouver des pistes. Donc cette réflexion, je pense qu'elle est intéressante aussi parce qu'elle pose la question du discernement technique. Aujourd'hui, dans le terme low-tech, c'est basse technologie. C'est un peu un pied de nez à la haute technologie. L'idée, c'est de dire que le discernement technique, ça peut être une boussole, en fait, sur le chemin qui nous attend. Et on peut se poser des questions sur quel est notre rapport à la haute technologie aujourd'hui. L'idée, c'est pas de la rejeter, c'est-à-dire que c'est de dire simplement, on va essayer de l'utiliser parce qu'elle a un impact environnemental, parce qu'elle crée aussi de l'exclusion, tout le monde n'y a pas accès. Elle peut créer des dépendances aussi. On dit qu'il y a des produits aujourd'hui qui sont complexes. On n'a pas toujours le choix aussi dans nos choix de consommation. C'est de mettre la technologie au bon endroit, là où c'est vraiment utile. Par exemple, dans la santé, je pense qu'on est tous d'accord que voilà, l'IRM, c'est très bien. Voilà. Mais il y a peut-être des endroits où aujourd'hui, on met de la tech de manière complètement inutile et futile. Je sais pas, on voit par exemple en ce moment plein de panneaux lumineux publicitaires dans tous les magasins. C'est peut-être pas le plus utile. Les taxis volants, c'est sûrement très sympa, mais l'essentiel de la population n'y aura pas accès. Ce sera trop cher. Donc en fait, la low-tech, elle a le mérite de poser cette question de dire qu'est-ce qui a une utilité sociale, qui est accessible au plus grand nombre. Elle véhicule aussi beaucoup d'innovations. C'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, mais ce n'est peut-être pas des innovations aussi spectaculaires que ce qu'on peut voir parfois dans la tech. Mais elle embarque en fait des innovations qui peuvent être citoyennes, des innovations de processus organisationnels, des innovations sociales. Et ce sont des innovations en fait qui ont beaucoup de valeur. On pourrait dire low-tech, high value, parce qu'en fait, ce sont des innovations qui peuvent embarquer le plus grand nombre, être accessibles à tous, qui sont du sur-mesure. Quelque part, c'est de la haute couture aussi, la low-tech, parce qu'à chaque fois, on cherche la meilleure solution face à un problème donné. Et c'est peut-être des choses qui mériteraient d'être davantage valorisées si nos imaginaires étaient un petit peu plus ouverts à ces questions. Donc c'est aussi sur ça qu'on veut interroger nos intervenants, c'est de dire aujourd'hui comment on passe à l'échelle, comment on donne à voir, comment on trouve des lieux pour expérimenter toutes ces questions-là, comment on montre que la low-tech, ça a de la valeur, ça peut contribuer à apporter des solutions très concrètes à nos problèmes actuels. Alors c'est pas la solution, mais c'en est une. Et je m'arrêterai là pour laisser la place à nos intervenants. Merci beaucoup, Odile. Alors, retrouver de la valeur différemment, mettre la technique, la technologie à sa juste place, réfléchir et lui donner réfléchir de façon avec discernement en quelque sorte. Le low-tech donne l'envie et les moyens de faire mieux avec moins, vivre mieux avec moins. Enfin, voilà, un certain nombre de réflexions, d'idées qui sont présentes. Et qu'on va continuer à déployer et voir avec nos deux intervenants. Alors, on voit bien que la question, c'est aussi la question de comment on atterrit et comment on opérationnalise en quelque sorte
ces principes, cette démarche, hein, puisque vous avez bien dit que c'est une démarche. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant avec nos deux intervenants, et on va commencer par Quentin Mathéus, donc coordinateur, comme je le disais, des enquêtes du Low-Tech Lab et de l'expérimentation territoire Low-Tech à Concarneau. Alors Quentin, vous êtes ingénieur. Vous avez suivi des études d'ingénieur généraliste et de designer industriel à l'unité technologique de Compiègne. Et vous avez fait vos premiers pas dans l'univers low-tech au Bangladesh dans un projet low-tech autour de la jute, hein, c'est ça. Et depuis, vous n'avez pas quitté l'univers du low-tech et ça fait maintenant quelques années que vous êtes au Low-Tech Lab. Alors, ma question, elle va être assez simple. Hein. C'est en partant de votre expérience du Low-Tech Lab et en vous appuyant sur quelques-unes des démarches très concrètes que vous menez, individuelles, collectives, organisationnelles, territoriales, maintenant de plus en plus. Finalement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous contribuez à impulser, à développer ces démarches? Quels en sont les leviers, quelles en sont les avancées et sans doute les limites aussi? 15-20 minutes? J'ai pas l'impression que... Si, c'est bon, ça a l'air de marcher. Pas le voyant en rouge, mais... bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, l'organisation, à toute l'équipe. Je me demandais juste si on pouvait éteindre le projo, parce qu'en plus je suis un peu dans le bleu. Mais merci beaucoup. Peut-être, ça fait beaucoup de sujets en 15-20 minutes, mais je vais essayer d'être efficace. Le premier, c'est le Low-Tech Lab. Donc, on est une asso de loi 1901 qui est basée à Concarneau, mais qui a des actions un peu ailleurs en France et ailleurs dans le monde. Et on existe depuis une petite dizaine d'années. Et en gros, on a mené différents types d'actions autour de la low-tech depuis ces 10 ans. On a beaucoup travaillé avec des projets d'exploration ou d'expérimentation. Le plus emblématique, c'est une expédition à la voile autour du monde qui s'appelle Nomades des mers, dont peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Et donc l'intuition de départ, c'était ça, c'était aller rencontrer des acteurs qui utilisent des solutions plus simples, plus utiles, plus durables, comme elles ont été très bien présentées par Christina et Odile, merci encore. Et puis les documenter pour les faire connaître et les diffuser plus largement. Donc c'était vraiment ça le point de départ, c'était à la fois de l'exploration, nous on expérimentait entre guillemets sur nous-mêmes, on testait les systèmes qu'on découvrait, que ce soit sur le bateau ou à terre entre guillemets en France. Et puis on documentait sous forme d'un wiki, donc une plateforme collaborative et libre. Et l'idée c'était, ces solutions méritent d'être connues, diffusées et plus utilisées par le plus grand nombre. Mais donc c'était très technique, effectivement, c'était une bonne bande d'ingénieurs convaincus que c'était en changeant de système technique qu'on allait pouvoir, entre guillemets, changer de mode de vie, changer de monde. Et peut-être que du coup, un autre exemple que je peux donner, c'est il y a toujours eu l'idée de donner à la fois l'envie et les moyens, c'est ce que tu as répété Brigitte, merci. L'envie et les moyens, c'est donc inspirer d'un côté, au travers de nos récits, nos histoires, nos aventures, entre guillemets. Et puis donner les moyens, ça va être imaginer des programmes, des tutoriels, etc. Un certain nombre de choses appropriables par le plus grand nombre. Une autre expérimentation, mais emblématique aussi, mais en France, ça a été 1 an de vie dans un habitat expérimental low-tech, adapté au mode de vie, j'ai envie de dire, occidental et français. Et donc là, ça a été 2 autres de mes collègues qui ont raconté au travers de livres, séries web, séries télé, etc., les changements dans leur mode de vie, la différence d'impact environnemental, d'impact économique aussi, le coût que ça représente de passer d'un mode de vie, entre guillemets, classique ou moderne, je ne sais pas si on peut dire, à un mode de vie plus low-tech. Et voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que donc, dans toutes ces explorations, ces expérimentations, il y avait, comme vous l'avez très bien dit, des principes techniques hyper intéressants. On a commencé à en faire un petit peu le tour. Et on s'est rendu compte en même temps que s'appuyer sur, par exemple, le DIY, le fait qu'un certain nombre de gens puissent répliquer, adapter, s'approprier les solutions techniques qu'on documentait sous la forme de tutoriels. Ça permettait de l'adapter à plein de contextes, ça permettait de la diffuser librement, etc. Il y a aussi quelque chose de très fort dans l'idée de remettre les mains, entre guillemets, dans le faire, souvent en collectif. Nous,
on a développé un programme qui s'appelle les communautés Low-Tech Lab. Il y a une trentaine de communautés dans le monde aujourd'hui, une 15-20 en France, qui rassemblent des gens en fait, qui sont convaincus, qui veulent se former, qui veulent faire ensemble, équiper des lieux, leurs habitats, etc. Donc il y a quelque chose de très fort dans ce geste, aussi dans ce qu'il permet de conscientiser de nos dépendances. Je pense à des témoignages que j'ai vus maintes et maintes fois, que ce soit en fabriquant des toilettes sèches ou en fabriquant un garde-manger, on se rend bien compte que en fait, on chie dans l'eau potable tous les jours, ça ne nous dérange pas. On dépend de notre tableau électrique pour avoir de la nourriture consommable. Enfin, il y a des choses qui nous paraissent complètement normales, redeviennent visibles juste par le fait de penser un autre système qui répond aux mêmes besoins. Donc, ce qui se joue là-dedans, c'est un changement de rapport à la technique, mais aussi un changement de rapport finalement à la consommation, à l'économie aussi, parce qu'on apprend à faire des choses par soi-même, en collectif, dans la coopération, en solidarité, etc. Et il y a un terme qu'on utilise beaucoup, c'est que la low-tech, elle doit être accessible. En fait, on se rend compte qu'elle a beaucoup pour intérêt de rendre participatifs en fait, nos différents systèmes ou moyens de subsistance, c'est-à-dire que les gens reprennent la main, entre guillemets, un rôle là-dedans. Et arrivé à cette étape-là, on s'est dit, bon, ça a l'air super pertinent, on a plein de retours, on a plein d'études qui nous montrent, les expérimentations qu'on a menées étaient un peu, j'ai envie de dire, rigoureuses, on voit bien que ça a un intérêt écologique, social, etc. Ça recrée du lien, ça recrée donc plein de vertus. Mais disons que si on s'appuie que sur des tutoriels open source en ligne, ça pose un certain nombre de questions. Déjà, qui a le temps, qui a ne serait-ce que les moyens ou accès aux moyens, aux outils pour refaire par lui-même des choses, qui se sent capable, c'est juste un frein, on va dire peut-être une autocensure ou un frein psychologique, mais mine de rien c'est quelque chose. Et puis voilà, qui a l'opportunité de croiser entre guillemets dans son quotidien la plateforme Oki du Low-Tech Lab ou les épisodes Arte. Mais enfin voilà, c'est sur Arte, c'est pas n'importe où. Donc ça reste quelque chose finalement de niche et qui s'adresse à des gens qui sont à l'aise avec la technique ou qui sont un minimum dans une démarche, j'ai envie de dire, bien engagée, quoi. Donc là on s'est dit bon. C'est une bonne première étape. On a fait un bon tour d'un premier sujet, d'une première dimension du sujet. Mais comment est-ce qu'on s'intéresse à tout un tas de modalités qui vont rendre ces modes de vie, ces modes de faire plus accessibles, là au sens large du terme, et non plus seulement une petite niche d'intéressés, d'experts, quoi. D'experts au sens amateur du terme, mais quand même. Et donc on a imaginé à ce moment-là un projet qui s'appelait les Enquêtes du Low-Tech Lab, que j'ai coordonné pendant 2 ans, et qui s'est dit, bon, ces principes, en fait, utiles, durables, accessibles, ils ont forcément une traduction directe, on le sent, on le pressent, dans d'autres échelles plus sociétales. Par exemple, chercher à répondre à des besoins essentiels et à développer des systèmes utiles. En fait, l'utilité, on la connaît dans nos quotidiens, l'utilité publique, l'utilité sociale, c'est des choses qui existent. Quand on dit qu'on cherche à faire de façon plus libre et libre de droit, etc., on voit bien que ça touche tout de suite à l'économie, en fait, à la propriété. Il y a des espèces d'imbrication avec d'autres échelles que l'échelle individuelle où je me fais moi-même mes systèmes. Donc on s'est dit, on n'y connaît rien, nous, Low-Tech Lab, entre guillemets, techos ou un peu de la low-tech. Il faut qu'on aille explorer avec un autre regard, un autre prisme de lecture, d'autres grilles, non plus seulement des inventeurs, des makers, des bricoleurs, mais des organisations en tant que telles, diverses et variées, des associations, des entreprises, des coopératives, des centres de formation, des collectivités, qui se saisissent finalement de ces systèmes ou de cette démarche sans forcément le formaliser, sans forcément utiliser le terme low-tech. Ça a été un peu, finalement, dès le départ, Corentin, quand il a été faire un tour du monde des inventions low-tech, il a appelé plein de choses low-tech que les gens n'appelaient pas forcément low-tech. C'était un peu entre guillemets, s'il y a bien une plus-value, c'est qu'on a fait des liens entre plein de choses qui n'étaient pas déjà liées, quoi. Donc là, c'est la même chose. Ce sont des organisations qui n'emploient pas forcément ce terme, mais qui se donnent les moyens, collectivement, de les rendre accessibles, réels, d'en faire une réalité pour tout un tas de publics beaucoup plus large. Un exemple peut-être là-dessus, c'est à Bordeaux, donc je parle de collectivités, entreprises et autres. Il y a une expérimentation qui a été menée pendant 2 ans, qui s'est appelée la fumainerie, montée par des citoyens au départ, mais qui a associé toute une filière économique, des artisans, des industriels et en premier lieu la collectivité, pour rendre possible l'usage de toilettes sèches en ville.
Donc ça, c'est un sacré défi. Déjà, je ne sais pas si les uns les autres vous étiez posé la question à ce jour, mais je vous ai provoqué tout à l'heure en disant qu'on chiait dans l'eau potable. En fait, nous, souvent, en intervention, je sais pas, en université, auprès de médias, etc., sur Paris, on nous disait oui, bon, c'est bien beau, mais c'est un truc de la campagne, de la ferme, c'est facile à faire dans un contexte, mais pas en ville. Bon, bah là, voilà, eux, ils se sont attaqués de front au sujet, et ils se sont dit comment est-ce qu'on pense des toilettes sèches adaptées à la ville, des systèmes de contenants à séparation urine, matière fécale qui soient complètement compatibles avec se balader avec dans les escaliers, par exemple. Comment est-ce qu'on pense un système de collecte à domicile approprié, comme la collecte des déchets, hein, on n'est pas très loin du sujet, où maintenant on parle de matière organique déjà avec les composts, etc. Et comment est-ce qu'on pense aussi des façons de les valoriser localement, parce que en fait c'est presque le principal intérêt de collecter matière fécale et urine, c'est de s'en servir comme nutriments pour le sol, que ce soit les espaces verts, l'agriculture urbaine, etc. Donc ils l'ont mené pendant 2 ans, il y a eu encore une fois tout un tas d'acteurs impliqués, et ça a été très probant, que ce soit sur la faisabilité technique, sur les freins psychologiques, ou même on pourrait dire de l'ordre de l'ergonomie, le confort d'usage, les odeurs, etc., etc. Il y a plein de clichés qu'on a en tête qui sautent au passage de l'expérimentation. Et donc là, ils sont en train de rédiger le rapport. Donc ça a été une des organisations qu'on a été rencontrées et documentées dans le cadre de ce projet. Et j'espère que je ne déborde pas trop, mais je termine. Parfait, très bien. Donc pour vous donner une liste rapide des autres organisations qu'on a été voir, j'aurais pu amener des photos, ça vous aurait peut-être fait un peu wow, mais je vais essayer de vous projeter les photos dans le cerveau. Faut imaginer qu'on a été voir par exemple un artisan boulanger qui, au lieu d'utiliser un four conventionnel, utilise un four à concentration solaire, c'est-à-dire un panneau de miroir, c'est 11 mètres carrés de miroir dans son jardin, qui concentre les rayons du soleil dans une boîte avec lequel il cuit du pain tous les 2 fois par semaine. Et qui a monté un modèle comme ça il y a 2-3 ans, qui est très pérenne, très viable, qui nécessite beaucoup moins d'investissement, beaucoup moins de charges évidemment. Il est beaucoup plus autonome dans son approvisionnement, sa distribution en circuit court. Enfin, le modèle est cohérent. Et aujourd'hui, il a été le premier, mais il y en a une petite dizaine aujourd'hui qui se sont lancés derrière lui sur soit de la boulangerie, soit de la torréfaction, de la biscuiterie, enfin voilà, plein d'artisanats différents, solaires à concentration. Disclaimer, quand il n'y a pas de soleil, il utilise le même four mais à bois, qu'on n'imagine pas que du coup il est bloqué. Mais voilà, à Rouen, donc dans une des zones les moins ensoleillées de France, il utilise quand même son four, il disait 2/3 de l'année, four solaire à concentration. Un autre exemple très concret, on a été rencontrer des artisans du recyclage du plastique. Donc il y a toute une filière qui se monte dans le monde et en France autour de la dynamique de pré-chose plastique, pour certains qui connaissent déjà. C'est des machines open source, fabricables n'importe où, plan libre, qui permettent de broyer, fondre, fabriquer des plaques, fabriquer du tube, etc. Donc des matières premières entre guillemets à partir de plastique recyclé, qui derrière sont utilisées par des artisans, des designers pour fabriquer des objets du quotidien, que ce soit du mobilier, des choses comme ça. Bon, je pourrais en lister, on a fait une dizaine de rencontres, mais je vais m'arrêter là. Et j'en arrive à un peu la dernière partie de ta question, Brigitte, qui était les freins, les leviers, etc. Aujourd'hui, on voit bien du coup que ces exemples nous permettent déjà de déverrouiller des choses. En fait, on a beaucoup ce rôle-là au Low-Tech Lab, c'est de dire, voilà, je pense qu'avant cette conférence, vous n'imaginiez pas qu'avoir des toilettes sèches en ville, c'était possible. Maintenant, je vous invite à aller voir la petite vidéo qu'on a faite, c'est possible, et c'est même cool. Donc voilà, c'est un peu notre rôle, j'ai l'impression, au Low-Tech Lab, on est beaucoup empêché de changer par ce que vous disiez aussi un petit peu, finalement la façon dont on est enchâssé dans des façons de faire qui nous paraissent être les seules possibles aujourd'hui. Donc nous, on amène des exemples et des choses concrètes qui disent non, on peut faire autrement, qui viennent questionner aussi la façon, ce qu'on considère être normal, donc la norme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de freins réglementaires, mais qui ne sont pas du tout à prendre comme bon, bah du coup, dommage, la low-tech passe pas entre guillemets, les bancs et ça va pas se faire. En fait, c'est la norme aujourd'hui est le fruit d'un rapport au risque, d'un rapport à l'industrie, d'un rapport à plein de choses qui demandent à être questionnées. Et on le voit bien dans plein d'acteurs qu'on a été rencontrés, l'énergie dans l'habitat, voilà, faire un feu dans un foyer, c'est quelque chose de l'ordre du risqué, entre guillemets, mais qui s'attaque en fait de front à ces questions de la réglementation, de comment penser d'autres façons de garantir, d'assurer des modes de vie différents. Et le dernier outil dont je voulais parler, ou le dernier levier qu'on identifie, c'est finalement, à partir du moment où on imagine un autre monde possible, où déjà on s'est autorisé à l'imaginer, à partir d'exemples concrets, on a été invité à le faire et ça marche, et bien ensuite c'est beaucoup plus facile de se donner les moyens de le traduire dans la réalité, notamment par
un dispositif qui est l'expérimentation. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple de la fumainerie. En fait, même si le cadre aujourd'hui n'est pas adapté, ne s'y prête pas, etc., se donner le droit de tester quelque chose, ça existe dans plein de domaines. En architecture, il y a un droit à l'expérimentation. Dans la santé, il y a un article du code de la loi qui s'appelle l'article 51 qui autorise à expérimenter d'autres manières de soigner les gens, etc. Il y a vraiment plein d'espaces qu'on peut mobiliser, plein d'outils qu'on peut mobiliser pour tester des façons de faire différentes et apprendre de ces façons de faire pour ensuite se dire, bah tiens, ça a marché, maintenant comment est-ce qu'on le déploie, comment est-ce qu'on le passe à l'échelle. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire à Concarneau. Donc c'est un peu le dernier projet né, on ne peut pas en dire encore grand-chose, parce qu'on vient de le lancer. Mais l'idée, c'est ce qu'on a découvert dans le cadre des enquêtes, comment est-ce qu'on le teste à l'échelle la plus pertinente, l'échelle collective, sociale. Donc pour nous, c'est l'échelle du territoire. Et donc on travaille main dans la main avec l'agglomération de Concarneau, la région Bretagne, l'ADEME régionale, et surtout avec une vingtaine de structures du territoire historique, parce que l'idée, c'est de faire avec... avec les ressources présentes, les volontés, etc. C'est pas du tout de, entre guillemets, balayer la table et en remettre d'autres. Donc il y a autant des écoles, des entreprises de l'énergie dans les bateaux, l'hôpital public de Concarneau, des mairies, des agriculteurs, des artisans, brasseurs, des cidreries, etc. Et avec tous ces gens-là, on cherche à faire en coopération, vous l'avez aussi dit, différemment et de façon plus low-tech. Pendant un an et demi, on se donne le droit de faire différemment. Et on essaie de documenter ça pour le faire connaître et notamment le relayer auprès des différentes communautés dont je parlais, puisqu'on a par exemple une communauté ici à Boulogne qui s'appelle le Low-Tech Lab Boulogne-Billancourt, et avec qui on essaye de préparer entre guillemets la dissémination de ces expérimentations-là. Voilà. Merci. Merci. On voit bien comment ça se maille. Comment ça se construit à partir d'expériences qui sont très individuelles au départ et qui reposent sur des projets militants, on pourrait dire, ou de personnes qui sont engagées avec des valeurs fortes. Juste une réponse rapide, c'est quel est l'intérêt des collectivités à s'engager dans ce type de démarche ? C'est quoi l'argumentaire pour les convaincre et quel écho vous trouvez au Low-Tech Lab du côté des collectivités, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est comment on peut embarquer des acteurs du territoire, des acteurs de la ville. C'est une question qu'on a posée déjà à l'agglomération de Concarneau et à la région, par exemple. Et on a un partenariat avec la ville de Boulogne, donc on a pas mal d'échelles et de collectivités avec lesquelles on discute. En fait, très concrètement, il y a peu de risques à cette étape-là et beaucoup de bénéfices. L'idée de relocaliser de l'activité, de recréer du lien social, d'offrir des perspectives. On voit bien, nous, la démarche low-tech à cette échelle des organisations, c'est des voies de reconversion individuelle, de formation. La région est beaucoup sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'il y a des filières émergent et des gens s'emparent de ces métiers. Mais aussi des voies de... Là, nous, on est contactés de plus en plus par des entreprises qui voient leur modèle en bout de course et qui se disent, j'ai telle ressource, telle compétence, tel savoir-faire, telle connaissance, comment est-ce que je les redirige, je les redéfinis, je les remodèle pour que ça serve à un monde, entre guillemets, plus low-tech, plus soutenable, plus souhaitable, etc. etc. Donc, les collectivités voient leur rôle, je pense, à 2 étages, la formation, l'installation de filières, etc., la relocalisation, finalement, de savoir-faire et de compétences et de métiers qui ne peuvent pas s'en aller, etc., la diminution de la pollution, de la consommation d'énergie, d'eau, de plein de choses en fait. Et puis le rôle qu'elles ont auprès des acteurs économiques, mine de rien, de les accompagner dans la transformation de leur modèle. Je pense à la région qui accompagne les agriculteurs pour passer d'un modèle conventionnel à un modèle bio, etc. Et moi, là, elle voit bien que en fait, c'est dans la même veine et comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour accompagner plus d'acteurs et dans plus de dimensions, puisque la low-tech a cet avantage d'être assez transverse, quoi. Voilà. Alors, on parlait des entreprises, du secteur économique, et donc on a la chance d'avoir ce matin avec nous Mélanie Lompré. Pardon, Mélina, voilà, c'était ce que je ne voulais pas faire, évidemment, je l'ai fait. On a tous un inconscient. Donc, voilà, vous êtes coordinatrice développement durable à Bouygues dans la direction du développement durable, c'est bien ça. Alors, Mélina, vous êtes titulaire d'un master de Sciences Po, d'un master en économie aussi. Et depuis une bonne dizaine d'années, vous vous êtes spécialisée dans la définition, le déploiement de stratégies de développement durable dans les entreprises. Donc, vous êtes à Bouygues depuis assez peu, un peu plus d'1 an, je crois. Bon, voilà, un peu plus. Et voilà, c'est ça.
Et donc, Bouygues, je le rappelle, mais je pense que vous avez tous en tête, le groupe, présent dans plus de 80 pays, 129 000 collaborateurs. Voilà, donc c'est pas rien, une entreprise, un groupe qui est coté en bourse. Alors, du coup, la question qu'on a envie de vous poser, c'est pourquoi et comment un groupe tel que Bouygues va s'intéresser au développement durable, c'est évident, mais à la low-tech. Qu'est-ce qui l'intéresse dans ces démarches émergentes qui sont en train de se construire et comment vous-même, dans votre position, vous faites avancer ces démarches low-tech? Et là aussi, comme tout à l'heure avec Quentin, c'est quoi vos leviers, vos points d'appui? Quelles sont les avancées que vous pouvez constater? Et puis aussi, bien sûr, quels sont les freins et les limites et éventuellement les manières de les dépasser? Bien, merci beaucoup pour cette super introduction qui défriche très largement le sujet et qui donne plein de pistes pour répondre. Alors, moi, déjà, un disclaimer, c'est que je ne suis pas une décideuse chez Bouygues. Clairement, on est plutôt des lanceurs d'alerte ou des conseillers ou des gens qui sont finalement Nous, on essaie d'être une frontière poreuse entre l'entreprise et la société, de capter les signaux faibles, de capter les initiatives plus radicales, plus engagées, et de les traduire dans un langage que peuvent entendre les décideurs et de leur montrer que finalement, c'est dans l'intérêt supérieur de l'entreprise de prendre ça en compte. C'est un peu ce qu'on dit souvent, ce que disait Greenpeace il y a 5 ans, c'est ce qu'attend le consommateur moyen aujourd'hui. Ce que demande de dernière rénovation aujourd'hui, ça va devenir inéluctable dans les années qui viennent, j'espère, sur la rénovation thermique. Donc nous, on se veut les traducteurs de ça. Et donc la low-tech, c'est finalement, comme tu disais, Quentin, c'est un peu un fil rouge de notre discours sans qu'on utilise le mot low-tech tous les jours, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on essaie de porter comme bonne parole auprès des gens qui prennent les décisions et aussi auprès des collaborateurs. Donc nous, dans la direction développement durable du groupe Bouygues, on a un rôle qui est un rôle assez abstrait parce que c'est un groupe très, très diversifié. Le groupe Bouygues, on l'a évoqué, il y a Bouygues Télécom, mais il n'y a pas que. Il y a Bouygues Construction, Colas, Bouygues Immobilier, TF1 aussi. Et depuis maintenant 3 semaines, il y a également Equans, qui est la nouvelle filiale de Bouygues, donc qui a été rachetée à Engie, qui est les services multitechniques autour du bâtiment. Donc on y reviendra, mais voilà, s'il est question de changer le modèle économique de Bouygues vers moins de dépendance aux ressources qui se raréfient, la question c'est comment on apporte un service qui est utile, donc des lieux de vie, en construisant moins. Et donc ça veut sans doute dire de la maintenance, du service, du community management, de l'hybridation d'usage, faire plus avec les mètres carrés existants, etc. D'où le rachat d'Equans. Mais donc je referme la parenthèse. Nous, on est à cette frontière poreuse-là, et donc notre rôle, c'est de porter une vision de ce que pourrait être Bouygues qui serait compatible avec les limites planétaires. C'est un peu le propos de mon chef bien-aimé Fabrice Bonifay dans son livre « L'entreprise contributive », pour ne pas le citer. C'est comment on réconcilie le modèle d'affaires avec les limites planétaires. Et nous, c'est un peu notre leitmotiv partout là où on nous invite, dans les séminaires de management, dans les team building, dans les formations aux managers, dans les fresques du climat qu'on anime très largement chez Bouygues. On a fresqué 10 000 personnes aujourd'hui, on a 350 fresqueurs. Donc ce qu'on porte comme parole auprès de nous-mêmes des dirigeants et par le biais des personnes qu'on forme pour eux-mêmes se faire les porte-parole de ça, notamment via la fresque du climat, c'est une vision de Bouygues qui consisterait à répondre strictement à des besoins essentiels. C'est-à-dire qu'à l'origine, Bouygues, ça a été créé en 1952, c'était pour loger les gens dans l'après-guerre, c'était pour apporter du logement, apporter des infrastructures de mobilité. Plus tard, c'est devenu permettre aux gens de s'informer, de se divertir, de communiquer entre eux. À la base, il y a une réelle utilité au métier de Bouygues. La question aujourd'hui, en 2022, c'est comment on fait le tri entre ce qui est essentiel. Nous, on utilise beaucoup le concept de l'économie du donut pour expliquer ça. On n'est pas les seuls, mais en tout cas, on n'est pas très nombreux chez Bouygues, il faut reconnaître. Mais c'est l'idée il y a les limites planétaires, le climat en est une, mais l'accaparement des terres, les entités nouvelles, le plastique, l'eau verte, la biodiversité, c'est 9 limites. Et il y a le plancher social qui est l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, l'égalité entre les sexes, le logement, etc. Et donc comment on se situe dans le donut? Et nous, c'est quoi notre contribution en tant que grand groupe pour qu'on contribue à rester dans le donut? Donc ça veut sans doute dire économiser notre budget carbone pour rester dans le donut. Et ça veut sans doute dire renoncer à des projets inutiles. On
on peut penser à des centres commerciaux, à des 2x2 voies, à des hôtels de luxe, à des stades dans des endroits où il n'y en a pas forcément besoin, etc. etc. À des bureaux. On peut questionner le besoin de bureaux aujourd'hui à l'ère du télétravail et à l'ère où on a déjà beaucoup de mètres carrés construits. Donc, ça pose la question de comment on revient comment on questionne le besoin, et comment on revient aux besoins essentiels, et comment on oriente nos activités vers ça, et comment on renonce au reste. Ce qui est plus difficile c'est plus facile de créer des business verts que de renoncer au business brun. Mais on en est là aujourd'hui. Donc ça, c'est un levier important. Alors, tu avais évoqué une question super intéressante qui m'a donné du grain à moudre quand on avait préparé la session, Quentin. C'est dans une philosophie low-tech, peut-être qu'on peut questionner aujourd'hui l'outil qui est l'entreprise capitaliste, qui à prime abord et peut paraître antinomique avec cette notion de remettre l'économie à l'échelle des gens, de redonner de la convivialité à l'outil, de redonner de l'autonomie, de démarchandiser aussi beaucoup de choses. Qui dit autonomie, réparer soi-même, dit démarchandiser beaucoup de choses. Et ça peut paraître à prime abord incompatible avec une entreprise cotée qui est pilotée par le dividende, par le diktat du court terme, par le fait qu'on est dans des métiers à faible marge, 3% dans la construction, donc on a peu de marge de manœuvre sur la performance financière. Et c'est, pour reprendre la question par la fin, la limite, c'est celle-là, très clairement. Alors comment on peut argumenter et présenter ça un peu différemment pour que ce soit audible? Peut-être 2 points sur lesquels nous on s'appuie. Le premier, c'est que si on se rend dépendant de technologies dont on n'est pas propriétaire, eh bien ça vient rogner nos marges, justement. Donc ça, c'est un argument financier qui peut être entendu par des dirigeants qui sont pour le coup très pressurisés par le financier. C'est-à-dire que si on met de la domotique partout, qu'on se rend dépendant de technologies, etc., nous, on les achète, ces technologies-là. Et si ça brise, si c'est pas durable, on prend des risques, on s'adosse à des startups dont on n'est pas sûr qu'ils vont tenir la route, etc. Et d'ailleurs, ça, c'est du vécu. J'en discutais pas plus tard qu'hier avec le directeur du design de Bouygues Immobilier, qui m'expliquait que il y a quelques années encore, on était très fascinés par la domotique, par cette histoire de mettre des capteurs partout, d'analyser les usages en temps réel. On se disait que c'était l'avenir, que c'était la tendance, qu'il fallait pas rater le train. Il y avait l'effet waouh, un peu comme des lapins devant les phares d'une voiture. On était fascinés, quoi. Et donc on était loin du techno-discernement dont on parlait en introduction. Et on en est revenu, en fait. Pourquoi ? Parce que on s'est rendu compte que en l'occurrence, la start-up avec laquelle on s'était mis en partenariat, elle n'a pas tenu la route, elle n'avait pas les reins assez solides pour... ça n'a pas marché. Et puis on s'est rendu compte que la demande n'était pas là, qu'on s'était laissé un peu berner par cet appel des sirènes de la technologie, mais qu'en réalité, ça ne correspondait pas à des vrais usages. On n'avait pas suffisamment questionné l'usage, et en réalité, il n'y avait pas de demande, en fait. Donc ça, on en est revenu. Et d'ailleurs, ce même directeur du design, c'est intéressant parce que lui, il a fait un pied de nez justement à l'innovation très tech, qui est présente dans toutes les grandes entreprises, y compris Bouygues, en disant moi, je vais arrêter la direction de l'innovation en fait, et je vais recréer sur ses cendres une direction du design. En disant, nous, on ne va pas partir de « tiens, il y a telle technologie qui paraît assez fascinante, tiens, on va lui trouver un usage et on va le refourguer dans une offre à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. » On va plutôt aller interroger nos clients, on va leur demander c'est quoi leurs besoins et on va en déduire des nouvelles offres en fonction de... ça paraît évident, c'est un peu la tarte à la crème du design, etc. Mais pour le coup, ça, c'est nouveau, en fait. C'est ce genre de choses dont on parlait beaucoup, mais qu'on ne faisait pas vraiment. Et ça, maintenant, ça se fait pour de vrai. Et par exemple, pour parler des esquisses de solutions qui peuvent exister, il y a une nouvelle offre qui est parue récemment, qui s'appelle Logi, qui se veut une offre pour les urbains convaincus qui veulent rester en ville, qui n'ont pas envie d'aller s'installer en ceinture périurbaine, mais qui potentiellement peuvent, par exemple, avoir un enfant et donc avoir besoin d'un espace différent, plus de rangement, une pièce en plus, etc. Donc l'idée, c'est un logement qui est un peu un loft, qui se veut cloisonnable, décloisonnable facilement, et donc en fonction des évolutions de la vie, si on veut accueillir son parent chez soi, par exemple, on peut recloisonner facilement avec une logique de volume. Donc on a une emprise au sol de l'ordre de 50 ou 70 mètres carrés, mais avec plus de volume, donc plus de rangement en hauteur. Et donc voilà. Et donc ça a vraiment été coélaboré avec des usagers. Et il n'y a pas de tech là-dedans. C'est juste un logement plus fonctionnel, quoi.
et qui va dans le sens de moins artificialiser. Je vois l'auteur de la fresque de la sobriété foncière qui me regarde, donc c'est ça l'idée, c'est d'arrêter d'étaler et de faire de la densification désirable en ville. Il y a une autre piste de réflexion, pour le coup, je vais être politiquement correcte et je vais citer la branche de développement immobilier de Bouygues Construction qui s'appelle Link City, dont Léonie est la représentante ici présente, qui travaille par exemple sur les questions de foncière agricole au service de la transition agricole. On sait, le plan de transformation de l'économie française nous dit qu'on a besoin de 500 000 agriculteurs en France aujourd'hui pour revenir à des modèles plus soutenables. Comment on donne envie à des jeunes de devenir agriculteurs aujourd'hui? Comment on assure la transition au niveau des fermes? Eh bien, sans doute qu'il y a une nouvelle offre à imaginer qui mêle les usages entre ville et campagne. Par exemple, la vente directe à la ferme, mais à proximité des centres urbains, le logement social pour l'agriculteur. Voilà, comment on utilise les surfaces agricoles qui sont déjà artificialisées pour l'adapter aux usages et permettre cette frontière poreuse entre campagne et ville plus locale. Donc on en revient à la notion de la ville productive ou de la ceinture alimentaire à côté de la ville qui est productive là où les gens vivent. Donc ça, c'est une piste de réflexion qui est en cours et qui a beaucoup d'avenir, je pense. Et ça c'est plus prospectif, c'est plus récent, mais on a visité là avec des compagnons du Minorange, donc des compagnons qui travaillent sur les chantiers, le château de Guédelon. Je ne sais pas si vous avez déjà visité ça, je vois plein de têtes qui font oui, donc voilà, on est entre connaisseurs. Moi je ne connaissais pas, mais j'ai été fascinée, donc c'est des gens extrêmement visionnaires qui ont commencé au tournant des années 2000 à construire ex nihilo un château fort avec les techniques du XIIIe siècle, avec la cage à écureuil pour monter les pierres, sans pétrole. Voilà. C'est fascinant. Donc nous, on a amené une délégation d'une quinzaine de compagnons donc des maçons de Bouygues, etc., qui sont venus explorer comment on faisait de la maçonnerie au XIIIe siècle, etc. Et une des pistes d'action qu'on en a ressorti, c'est donc eux, ce qu'ils nous ont dit, ce serait formidable que la force de nous quand on va voir des maires, les fondateurs de Guédelon, qui nous disaient ça, et qu'on leur dit, nous on pourrait vous accompagner pour recréer de l'activité low-tech dans les centres de villages et voilà, apporter cette idée de savoir-faire locaux dans les villages et de redynamiser les villages de cette manière-là, etc. Bon, nous on nous prend pour des doudingues et on n'est pas écoutés en fait. Mais si Bouygues, avec son maillage et ses relations avec les maires, disait, les gars, on a une super offre d'éco-village qu'on pourrait vous proposer clé en main. Est-ce que ça vous intéresse? Peut-être que ça les intéresserait un peu plus. Donc ça, c'est une manière aussi dont nous, on peut s'imbriquer pour faire une forme, moi, j'ai pas peur du mot, une forme de lobby d'intérêt général pour utiliser notre force de frappe, notre réseau, notre crédibilité, nos moyens financiers au service d'offres de transition, quoi. À défaut de questionner en profondeur le capitalisme tout de suite, ce qu'on peut faire par ailleurs, mais ça, c'est un peu la limite de ce qu'on peut tenir comme discours en interne. Oui, merci. Merci beaucoup, Emilia. Ouais, c'est tout à fait intéressant parce qu'on découvre des choses et de voir comment un groupe comme Bouygues s'engage dans des réflexions de ce type-là, je trouve que c'est très intéressant. Et on voit bien les conséquences territoriales. Et juste une petite parenthèse, vous disiez je ne suis pas décideuse, c'est vrai, mais alors on a un petit déjeuner où on a un décideur qui, vous n'êtes pas vraiment décideuse, mais vous êtes influenceuse d'une certaine manière. Et oui. Et on a un chercheur qui n'est pas vraiment chercheur au sens institutionnel du terme, puisque Quentin, on va dire, est un intellectuel. Je pense qu'on peut oser le mot. En tout cas, vous lisez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, et c'est nécessaire aujourd'hui pour construire une pensée, en fait, finalement, sur la low-tech, qui n'est pas une notion qui vient de rien. On ne l'a pas dit, mais la low-tech, elle est portée par toute une série de penseurs dès les années 60-70, et on peut même trouver une généalogie avant. Et donc, on vous a demandé de venir aussi parce que d'une certaine manière, il y a aujourd'hui peu de recherches il y a aujourd'hui peu de recherches sur la low-tech. C'est un sujet qui est encore peu investi par les universitaires. Je pense que ça va venir très vite, mais c'est vrai qu'à part Philippe Biwix, qui est un des penseurs avec son ouvrage en 2014, là, voilà, il y en a quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, Philippe Biwix, ce n'est pas un universitaire au sens classique du terme. Voilà, donc on est dans un petit-déj avec un casting un petit peu différent des autres. Mais voilà. Alors,
on va entamer, enfin il y aurait beaucoup à dire, mais je vais tout de suite respecter l'idée des petits-déj qui est de dialoguer avec vous. La règle du jeu est la suivante, il y a un micro qui va circuler, vous vous présentez et vous posez une question. Moi, ce que l'on trouverait intéressant, c'est aussi qu'on puisse avoir un certain nombre de retours d'expérience de votre part. Parce que vous représentez des acteurs très divers et voilà, c'est aussi l'idée de ces petits déj d'avoir un retour des personnes qui sont présentes en étant assez concis, assez succinct et évidemment en posant aussi des questions à nos intervenants. Voilà, si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on fonctionne comme ça. Alors, qui est-ce qui a envie de se lancer pour un retour d'expérience, une question en s'appuyant sur les deux interventions? Madame. Merci, bonjour à tous les quatre et merci pour cette très belle intervention. Je m'appelle Cécile Raveau, j'ai 2 casquettes. Je suis journaliste pour le mouvement Maker Faire France, que Quentin, tu connais bien. Et également, je m'occupe de la programmation d'un événement qui s'appelle Pro-Durable, donc dédié à la RSE. Là, je souhaite poser ma question du point de vue citoyen. Pendant 2 ans, j'ai eu la chance, lors de la pandémie, de vivre dans une ferme, un écolieu, un petit écolieu, une maison avec 7 habitants. Et du coup, j'ai dédié ce temps au low-tech et notamment à rendre résilient notre espace de vie. Donc, on a fait des toilettes sèches, on a fait un poêle de masse, des tutos du Low-Tech Lab et une éolienne également. Et en fait, on avait déjà un espace de permaculture. Et en fait, en ayant vécu comme ça pendant 1 an, ce dont je me rends compte, c'est qu'en tant que citoyenne, vivant à la campagne, avec toutes des low-tech, alors c'est super, par contre, j'ai pas le temps de travailler. Donc je me dis, comment on va faire demain si on arrive à équiper du moins une partie des campagnes, parce que je le voyais dans cet objectif, déjà simplifier la vie au niveau énergétique dans les campagnes, mais si on travaille à côté ou si on est vieux, franchement, c'est pas gérable. Et là, j'ai une vraie problématique que j'ai réfléchi un peu tous les jours en fait. Ah oui, d'accord, ça marche comme ça. Ok. Merci pour la question. Alors moi, je vois à la fois un problème et une solution dans la question, mais effectivement, en fait, allouer du temps à se réapproprier un certain nombre de systèmes techniques dont on dépend à différentes échelles, que ce soit à la campagne ou à la ville, à l'échelle individuelle, collective ou même de quartier ou quoi, ça demande du temps. Enfin, allouer du temps, ça demande du temps. Et en fait, quelque part, ça permet de remplacer un certain nombre de dépenses. Je ne sais pas si le lien est assez direct, mais en fait, on regagne en autonomie. Pas forcément en autarcie. Il y a tout le mythe de... Alors en plus, là, le fait que ce soit un écolieu à la campagne, ça fait tout de suite un peu, voilà, on est tranquille et à la rigueur qu'on ne vienne pas nous embêter. Mais pour moi, il y a vraiment cette perspective-là. Et je pense que le mot autonomie est un mot fort de la low-tech en tant que concept presque autant technique que politique et finalement social, quoi. Vraiment, comment est-ce qu'on peut regagner en autonomie collectivement. Et regagner en autonomie, du coup, ça veut dire être moins dépendant, par exemple, d'un salaire, très concrètement. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on est plus dépendant je veux dire, c'est peut-être pas aussi radical, mais typiquement, si on change de rapport à notre facture, tout bêtement parce qu'on répond plus directement, plus localement à un certain nombre de besoins, si on change de rapport à notre fameux pouvoir d'achat et à notre panier moyen, etc., parce que c'est pas forcément qu'on produit notre nourriture tous à notre balcon, mais on recrée des circuits courts, on recrée un lien plus direct. En fait, l'autonomie de base technique, c'est simplement rapprocher consommation et production. Et donc on peut très bien dire que le circuit court poussé un peu à l'extrême, c'est déjà ça, quoi. Poussé à l'extrême, même pas. Le circuit court, c'est déjà bien, quoi.
Et donc, finalement, on se passe de beaucoup d'intermédiaires, beaucoup donc de frais, de charges, etc., qui deviennent un peu superflus. Je pense que dans un monde qui se contracte, entre guillemets, c'est bien de se débarrasser d'un certain nombre de choses qui étaient peut-être pratiques, je sais pas comment dire, qui avaient rendu le truc très fluide, concentré, etc., mais qui finalement avaient plein d'inconvénients à côté. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous parlez des personnes âgées, c'est un vrai sujet. Je me sers à chaque fois de cet exemple, mais il y a un adage qui dit, et moi je l'observe en permanence dans mon quotidien, je ne sais pas si vous aussi, mais il faut un village pour élever un enfant. C'est-à-dire que tout seul, c'est très difficile et c'est vraiment une charge, surtout quand on travaille, etc. Donc c'est vrai que c'est plus facile en collectif, que ce soit avec des potes, de la famille, etc. Je pense qu'il faut un village pour reprendre soin des vieux. Et c'est à peu près la même logique. Et donc se dire, oui, non, en fait, dans notre mode de vie hyper occupé par le travail, par l'activité économique, où en fait, pour reprendre des punchlines un peu connus, mais on perd notre vie à la gagner, quoi, en gros, parce qu'il y a un crédit, parce qu'il y a des vacances qui coûtent cher, parce qu'il y a une voiture qui coûte cher, parce qu'il y a etc. etc. En fait, se poser la question du besoin, c'est passer en revue un peu tout ça. Et c'est juste se poser la question de l'usage. Moi, j'ai des potes, des collègues qui sont amusés à faire ça. Alors, au départ, des collègues, donc des convaincus, on va dire. Puis, moi, je vois bien aujourd'hui, après l'été qu'on a passé, que la tâche d'huile, elle prend très très vite partout, quoi. Mais donc maintenant, j'ai des proches qui étaient très très loin de ces questions-là, qui se prennent juste un carnet de bord dans leur voiture et qui notent les trajets qu'ils font, chaque fois qu'ils les font. Combien de kilomètres, pour faire quoi, etc., etc. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y en a la moitié qu'ils pourraient faire différemment. Donc c'est des petits trucs comme ça, mais questionner le besoin, ça part de reconscientiser nos usages qui sont plus automatiques, qui sont plus une espèce de flow comme ça continu. Et je pense sincèrement que se réappropriant une forme d'autonomie collective par les liens qu'on recrée localement et en rapprochant production et consommation, eh bien en fait on se libère du temps beaucoup plus qu'on prend du temps sur autre chose. Et d'ailleurs c'est hyper important de se libérer du temps parce que la fameuse question de l'arbitrage, voilà, les choix techniques, on voit bien aujourd'hui la démocratie dans laquelle on vit ne considère pas que choisir le nucléaire ou autre chose c'est un choix qui doit être débattu publiquement. Ou la 5G, c'est pas un choix qui doit être débattu publiquement. Alors qu'en fait, tout choix technique est un choix extrêmement politique. Et on a un peu oublié, mais ou parti, quoi. Mais, donc, se poser la question des choix techniques, en fait, ça veut dire allouer du temps à des discussions publiques, politiques, à quelles échelles, communes, collectivités, agglos, j'en sais rien, et même peut-être nationales. On a eu un exemple intéressant avec la Convention citoyenne pour le climat, qui a dit on va libérer du temps un certain nombre de citoyens pour qu'ils puissent se poser des questions de société. Et les résultats ont été très intéressants. On pourrait très bien imaginer qu'on est tous dans notre, entre guillemets, notre temps de la semaine, du temps alloué à la convention locale de je sais pas quoi. C'est un exemple auquel je voulais arriver, je termine là-dessus sur cette réponse. C'est un des acteurs qu'on a été voir dans le cadre des enquêtes du Lotec Lab, s'appelle l'Atelier Paysan. Je ne sais pas si les uns les autres vous voyez ce que c'est, mais c'est un des acteurs les plus emblématiques sur la Lotec. C'est une coopérative de paysans qui commence à avoir une certaine taille, des antennes un peu partout en France, etc., qui fait exactement comme nous le Lotec Lab, mais dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'ils font du colportage de technologies paysannes. Ils vont dans les fermes documenter et diffuser sous forme de formation à d'autres paysans des pratiques beaucoup plus autonomes, etc. Donc là, comme je vous ai projeté tout à l'heure l'artisan boulanger solaire, il faut imaginer des tracteurs à pédales, des systèmes beaucoup plus robustes, réparables, adaptables, donc beaucoup plus ergonomiques, beaucoup plus inclusifs. On n'est pas obligé d'être une marmule ou d'être pour faire de l'agriculture. Enfin bref, il y a plein de choses intéressantes. Et eux, après 10 ans d'activité, se sont dit ce qu'on a fait est utile en termes d'imaginaire, en termes de récits, d'exemples, mais on a formé en tout et pour tout 2000 paysans. Alors qu'à côté de ça, combien d'hectares ont été à l'agrandissement, combien de paysans ont arrêté leur activité, etc., etc. Donc le constat qui a été fait en 2019, c'est on a été inoffensif. Je ne sais pas si vous voyez le terme, c'est assez puissant. Ils se sont dit, en fait, maintenant qu'on a une espèce de boussole et des idées, des choses concrètes qu'on peut transformer, comment est-ce qu'on se donne les moyens collectivement, à l'échelle France, du système agricole et alimentaire français, de retrouver une autonomie de production et de rapprocher consommation et production. Et la conclusion à laquelle ils sont arrivés, c'est une sécurité sociale de l'alimentation. Donc on voit bien que là, la low-tech, au départ, c'est des machines-outils appropriables fabriquées avec des barres de métal par des paysans bricoleurs. En fait, ça se traduit dans le champ politique, dans le champ social, par des outils qui sont très concrets. Et je te rebondis sur ce que tu disais, Mélina, c'est ce fameux outil qu'est l'entreprise commerciale, privée, etc.,
c'est un outil comme la sécurité sociale est un outil. En fait, et on a eu tendance à se dire, en fait, c'est génial de passer par une entreprise voilà, à forte croissance, avec des capitaux importants qui se développent, qui a un monopole ou qui a en tout cas une activité forte sur un marché. Mais en fait, on peut très bien réouvrir le champ des possibles en disant peut-être que ce modèle a certaines limites, peut-être, et donc que d'autres modèles sont intéressants à explorer. Et une sécurité sociale de l'alimentation, l'idée, c'est de fonctionner notamment avec des assemblées, donc des conventions citoyennes locales, qui rassemblent les parents d'élèves, les agriculteurs, les cantines, les restaurations collectives, les restaurateurs aussi tout court, les artisans du coin, pour dire ici, alors ça peut être dans le 13e arrondissement de Paris, comme ça peut être, je sais pas moi, dans les Deux-Sèvres, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on choisit comme alimentation, qu'est-ce qu'on a les moyens de se donner comme alimentation, un peu comme la Convention citoyenne pour le climat, en se formant, en s'informant, etc. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on décide de conventionner auprès de producteurs qui vont, avec les moyens qu'ils ont, avec les formations qu'on peut leur octroyer, etc., produire de façon différente. Et là, du coup, je pense qu'il faut du temps pour aller à cette convention-là, et donc se libérer un petit peu de la nécessité d'avoir un temps plus que plein, un salaire important qui tombe sur un compte tous les mois pour remplir le caddie, le crédit, etc. Et ben, ça va en fait avec. Il y a une espèce de logique dans tout ça. Oui, c'est finalement un peu c'est la question du passage à l'échelle hein, qui est posée. On voit bien comment il y a un foisonnement d'expériences individuelles et collectives. Il y a du maillage du réseau qui se fait, en tout cas dans un certain écosystème, on peut dire, au milieu de personnes qui sont assez convaincues. Donc là, vous commencez à construire un peu plus large, mais voilà, après, le passage à l'échelle, à la fois sur le plan spatial et la question du temps, elle est très intéressante aussi, parce qu'on voit aussi comment nous, dans l'urbanisme, il y a aujourd'hui des réflexions sur la temporalité, qui est un vrai sujet qui, bon, alors la ville, on a tous en tête la ville du quart d'heure, la ville des 20 minutes, voilà, mais c'est une vraie question. Et la dimension, effectivement, c'est intéressant aussi sécurité sociale alimentaire, parce que ça amène à raisonner en analogie avec la façon dont s'est construite la sécurité sociale chez nous. Et on voit bien que quand on lit les travaux d'historiens, il a fallu vraiment du temps et que ça s'est construit au travers d'un maillage, d'ailleurs de rapports de force entre catégories sociales, voire de lutte, la sécurité sociale, et qu'on a abouti en institutionnalisant avec des négociations, avec des conventions, on a abouti à un socle qui fonde une solidarité et qui a été pendant des dizaines d'années un des socles de la société française. Donc on est dans un temps long. Et la question de la solidarité est aussi évidemment une question absolument fondamentale. Alors, j'ai vu qu'il y avait une main qui se levait là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Parce que peut-être qu'on peut aussi prendre Non, ça va. On peut aussi prendre plusieurs questions. Voilà, donc il y avait 2 personnes. Madame, et puis vous passez. Bonjour, je m'appelle Naomi, je suis une étudiante à Sciences Po en Governing the Large Metropolis, donc gouvernance des grandes villes mondiales. Et je suis aussi stagiaire à l'Organisation mondiale pour l'eau, the Global Water Partnership. Et ma question, c'est sur la problématique de l'eau. Comment faire quand un tiers de la planète a des problèmes d'accès de l'eau et ces pays veulent aussi se nourrir, donc soutenir le secteur de l'agriculture, et ils veulent aussi produire de l'électricité pour s'industrialiser, ou peut-être pas, justement, peut-être. Donc, est-ce que c'est une question des solutions multi-échelles, peut-être dans certaines localisations, avoir des solutions peut-être plus low-tech et petites, ou dans des endroits où il faut produire à grande échelle, il faut avoir peut-être des solutions plus traditionnelles? On va prendre 2 questions. Oui, bonjour, Martine Moëlic. Moi, j'ai une petite question, puisqu'on est là pour réfléchir et pour s'interroger. Puis on a dit qu'on était aux prémices de la recherche, en fait, sur les low-tech. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de contradiction, en fait, entre vous, monsieur, qui dites comment
réinterrogeons notre panier, notre pouvoir d'achat. Finalement, on a besoin quand on s'inscrit dans cette démarche-là, on a besoin de moins d'argent pour vivre. Et vous, madame, qui dites, du point de vue de Bouygues, en fait, comment le modèle s'interroge sur comment on ne rogne pas les marges, en fait, puisque vous l'avez dit sur l'acquisition des technologies. Donc, voilà, peut-être que ça nous pose une interrogation sur est-ce qu'on est vraiment sur la même logique, la même trajectoire. En fait, la réponse est probablement induite dans ma question, mais j'aimerais vous entendre là-dessus parce que est-ce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, en fait, sur le sujet de la low-tech? Vous pouvez vous présenter? Oui, pardon. Je suis chargée de mission ville résiliente à la ville de Montreuil. Merci. Ok, bon, c'est déjà 2 questions assez larges. Donc, qu'est-ce qui démarre? Moi, je peux commencer sur l'eau. Et après, je passerai à ma collègue pour parler de la même longueur d'onde. Sur l'eau, je pense que c'est effectivement une question, entre guillemets, tellement vaste qu'il y a plein d'éléments de réponse. Moi, je peux parler de quelques trucs qu'on a vus et qu'on trouve intéressants. Déjà, c'est aussi un disclaimer, entre guillemets. Mais en tout cas, nous, le Low-Tech Lab, on a été beaucoup en fait, apprendre dans les pays du Sud. Si on regarde bien notre trajectoire historique, l'assaut est né au Bangladesh, donc c'est pas. Enfin, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un peu un des lieux qui concentre tout ce qu'on peut imaginer de notre modèle, quoi. L'hyperproduction, l'hyperpollution, l'hyperconcentration démographique, l'hyperfragilité aux catastrophes naturelles et changement climatique. À peu près tout est concentré là. Donc l'assaut est né là, et ensuite le nomade des mers a fait une 30aine d'escales autour du monde. Je pense que les 2 tiers étaient autour de la ceinture tropicale. Et je pense qu'en fait, c'est pas du tout un hasard et c'est pas du tout anodin, c'est que c'est dans ces contextes-là qu'on a vu des façons de faire radicalement différentes des nôtres. Et en fait, si encore une fois on a eu une valeur ajoutée, ça a été de dire changeons complètement de sens, plutôt que de dire que, entre guillemets, l'industrie française, les fleurons doivent apporter des solutions dans les pays du Sud pour etc. Posons-nous la question de finalement comment est-ce que c'est fait. Parfois il y a une phrase qu'on utilise aussi, c'est je crois qu'il y a 80% des designers qui travaillent pour 20% de la population, ou on peut dire la même chose des ingénieurs, j'imagine. Et ben en fait, dans ces contextes-là, entre guillemets, sans ingénieurs et sans designers, comment est-ce qu'on fait? En fait, dans un contexte dans lequel il n'y a pas ces experts qui viennent apporter des solutions, on va dire, structurelles, etc., la population a une culture technique beaucoup plus diffuse, a des savoir-faire beaucoup plus diffus. Moi, je sais que j'ai vécu au Bangladesh dans des campagnes. Bon, bah, on a besoin d'un truc, n'importe quoi est faisable localement dans un rayon de, c'est même pas 10 km, là, on est dans la ville du Tour à pied, quoi. Et dans le village du Tour à pied. Et c'est assez impressionnant, du coup, non pas d'innovation, c'est un terme qu'on emploie beaucoup, mais d'ingéniosité. Et c'est ce changement de rapport-là et d'économie, puisqu'évidemment, on fait sous contrainte, on fait avec ce qui est déjà là, ce qui est abondant, etc., etc. Et beaucoup de solidarité. On y revient, mais en fait, c'est des tissus économiques qui sont beaucoup plus, finalement, dans l'équilibrage de l'état de santé des différents acteurs plutôt que dans l'hypercroissance d'un acteur au détriment des autres. Bon, ça paraît un peu idéaliste ce que je raconte là, mais mine de rien, sur l'eau par exemple, il y a plein de solutions techniques qu'on a documentées nous, qui sont des solutions low-tech entre guillemets, qui permettent d'économiser de l'eau, je pense que c'est le premier sujet, qu'on a découvert dans des pays du Sud et qui nous paraissent être complètement transposables. Intéressant à répliquer pour des endroits où ils ne sont pas connus, où le partage d'expérience, en fait, c'est un peu comme les compagnons dont tu parlais l'ont toujours fait, quoi. Voilà, on va faire le tour des façons de faire pour apprendre et pour se partager des savoir-faire. Donc là, il y a un premier truc. L'autre, c'est aussi pour nous, et là, c'est à nouveau, on inverse le sens de lecture, plutôt que se dire que c'est génial d'apporter des solutions et nous de développer notre économie grâce à ça, et en prenant les ressources au passage d'ailleurs, en fait, c'est comment est-ce que nous, notre mode de vie qui est absolument insoutenable, s'inspire de modes de vie beaucoup plus soutenables. Je pense à l'empreinte carbone de Cuba aujourd'hui, ça ne doit pas être trop un problème pour la planète si elle est répliquée partout. Je ne dis pas que le système social serait un problème, mais mine de rien, c'est un pays qui a été confronté peut-être 30 ans avant nous à la rupture d'approvisionnement énergétique, à l'effondrement de son économie, à l'inflation galopante, etc. Et qui a mis en place des choses très intéressantes d'un point de vue low-tech, par exemple. Il y a eu
un certain nombre d'experts de l'État et de l'armée, donc des agronomes, etc., qui ont été faire de l'enquête dans les villages, dans les territoires, pour savoir comment s'y prenaient les gens, pour ensuite diffuser ces savoir-faire-là plus largement à la population, dans les écoles, etc. Donc c'était une façon de faire de la low-tech, enfin en tout cas ils faisaient le low-tech lab à l'époque. Bref. Vous êtes inspiré finalement? Pas du tout, on a découvert ça après. mais on s'est dit que quand on parle un peu politique publique de la low-tech, finalement ça en est un exemple assez intéressant, quoi. Se donner les moyens de documenter des savoir-faire et les diffuser largement. Sur l'eau, juste pour terminer, moi par exemple, un modèle que je trouve assez fascinant, c'est les endroits où il y a le moins d'eau. Eh bien, il y a des modes de gestion de l'eau qui sont bien plus innovants que, entre guillemets, un endroit où l'eau est abondante. C'est tout con, mais c'est comme ça pour tout, en fait. Et, exactement. Et la rareté, etc. Et on voit bien, par exemple, j'ai en tête plusieurs villages du Haut Atlas marocain, dans lesquels il y a de l'eau, comparé à d'autres endroits, mais il n'y en a pas beaucoup. Et il y a une agriculture, il y a tout un tas d'activités pour autant foisonnantes. Et donc, c'est vraiment une gestion, j'ai envie de dire d'un point de vue gouvernance. Je sais qu'il y a eu un énorme programme de recherche de l'AFD sur la gestion des communs. Et en fait, il y a eu, je ne sais pas combien de projets sur la gestion de l'eau comme commun. Et là, je pense qu'il y a des choses super intéressantes, d'inspiration très intéressantes pour d'autres contextes, parce qu'il y a eu du coup l'accumulation d'expériences et de pratiques, mais aussi pour nous, quoi, vraiment de se dire, tiens, est-ce que c'est vraiment une bonne idée que, là j'entendais, j'ai un ami qui bosse dans la finance à haut niveau, le nouvel or noir, c'est l'eau. Il y a énormément de gros investisseurs qui investissent dans l'eau parce que ça va être le nouveau truc rare pour lequel tout le monde se bat. On voit bien les problèmes des bassines, etc. Donc pour moi, c'est encore une fois comment est-ce qu'on change de regard, on change de lunettes sur des problèmes qui aujourd'hui paraissent des problèmes, ne paraissent pas, sont des problèmes, mais sont accentués par des dynamiques économiques, marchandes, etc. Alors que en le prenant par entre guillemets l'autre bout, l'autre sens, on peut arriver à des façons de faire peut-être plus adaptées et plus appropriées à un milieu. Voilà. Mais bon, typiquement, l'expérimentation de l'habitat low-tech et là l'expérimentation que je donnais sur les toilettes sèches en ville, pour parler de nos contextes, sont des façons de faire qui permettent d'économiser les 2/3 de notre eau consommée par habitant, quoi, voire les 3/4. Oui, donc des gisements importants du côté de l'usage, d'un usage avec discernement et de pratiques qui sont plus sobres. Le fait d'aller regarder ce qui se fait ailleurs, y compris dans les pays des Suds, qui ont beaucoup à nous apprendre. Mais comme vous le dites aussi, la question de la gouvernance, effectivement, c'est qu'on voit bien aussi que cette question de l'eau, elle renvoie au droit dans les pays, elle renvoie aussi à des modèles de gouvernance qui sont entre plusieurs pays, voire à l'échelle beaucoup plus large. Alors, pour la deuxième question, sur les tensions... Ouais, merci pour la question, qui me permet de préciser que bon, il faut être honnête sur le caractère schizophrène des grandes entreprises aujourd'hui qui sont engoncées dans un système de l'ancien monde, qui était compatible avec des ressources abondantes, avec le fait qu'on connaissait pas les limites planétaires ou qu'on voulait pas trop les connaître, et avec cette logique d'économie d'échelle, de croissance, etc. Bon. On est tributaire de ça, on est engoncé dans ce système-là, on a des actionnaires qui nous demandent du dividende et on est et du coup c'est clairement incompatible, on peut le dire, avec une trajectoire compatible avec l'accord de Paris pour parler du climat ou avec le donut pour parler de l'ensemble des limites planétaires. La question c'est, héritier de ça, comment on négocie le virage et quels sont nos degrés de liberté et comment on fait du lobby interne pour faire bouger le système. Et évidemment, la réponse, elle n'est pas à l'échelle de Bouygues, elle est à l'échelle plus macroéconomique que ça. Et donc, ceci dit, nous, on est un morceau de l'économie qui est significatif. Et donc, comment nous, on se met en mouvement vers ça. Et on utilise nos leviers pour ça. Donc l'argument de la marge, là, c'était un peu pour me mettre dans la peau ou dans la tête plutôt d'un manager qui est très pressurisé. Il faut aussi, je pense, avoir de l'empathie pour tous ces patrons opérationnels. Moi, j'en connais un, par exemple, pour l'anecdote. On s'y est prise à deux avec ma collègue Marie-Aimée Ferté, que Christina tu connais, qui est une ancienne du Réveil écologique, donc très militante, très engagée, qui a été à l'origine, qui a préfacé le livre de Fabrice et qui a notamment contribué au MOOC
comprendre la crise écologique pour réinventer l'entreprise, que je vous recommande au passage. C'est 5 heures, c'est gratuit et c'est excellent. Avec 20 interviews d'experts, dont Valérie Masson-Delmotte, Jean Co et tous les autres. Et d'autres moins connus aussi. Donc bref, on a travaillé ensemble sur la question de la comptabilité écologique. Justement, pour prendre de front cette question de l'argent est roi, tant que ça coûte plus cher, vous êtes bien gentil, nous on voudrait bien être humaniste, mais si ça coûte plus cher, moi je suis pieds et poings liés et je ne peux pas prendre de liberté de payer un truc plus cher, même si c'est plus durable, même si c'est plus socialement responsable. Donc comment on fait ? Eh ben, on compte autrement. Si on compte que le bilan financier et qu'on prend pour acquis que Dame Nature nous fournit gratuitement tout ce qu'elle nous fournit et que c'est OK de ne pas mettre ça au passif de l'entreprise, ben on a un problème et on compte mal. Et sans doute que notre manière de compter la valeur, elle est hyper tronquée et qu'en réalité, si on payait tout ce qu'on doit à Dame Nature, toutes les entreprises du CAC seraient déficitaires en fait. Confère le score carbone de Axilia, là, qui a été paru récemment, qui propose une méthode qui consiste à corriger l'EBITDA des entreprises du CAC 40 d'une facture carbone. Donc eux, ils ont mis un prix à la tonne de carbone à 113 €. Donc on multiplie le bilan carbone, nous chez Bouygues, c'est 20 millions de tonnes de CO2. Multiplié par 113, on soustrait ça de l'EBITDA, ben, la performance, elle est moins bonne déjà. Donc si on comptait différemment, il y a tout un tas de décisions qui se prendraient différemment. Donc le bilan comptable aussi n'est pas, comme la technique, n'est pas du tout neutre politiquement. C'est un instrument qui oriente les choix. Donc voilà, et on a réussi à convaincre le directeur général de son entité, en l'occurrence Habitat Social, qui était philosophiquement très convaincu et qui a même entrepris de faire un vrai bilan comptable triple pour l'actualisation comptable de janvier prochain. Sauf que même lui, en étant convaincu en tant que patron opérationnel de cette unité opérationnelle-là, s'il n'est pas au rendez-vous de sa performance financière, il se fait très, très vite taper sur les doigts. Et là, ça remonte très très haut. Ça remonte à la direction générale de Bouygues Construction et qui lui-même reporte à la direction générale de Bouygues SA et qui lui-même reporte à Martin Bouygues et qui lui-même est angoissé que Bouygues devienne opéable si on ne crache pas du dividende tous les trimestres, quoi. Donc Et alors la question, mais c'est ça. Et donc, c'est pas pour dédouaner qui que ce soit. Hein. Bien sûr, tous ces gens-là font partie d'un système et ils peuvent poser des questions, et ils peuvent réfléchir ensemble. Et là, on dépasse largement ce sur quoi moi j'ai de l'influence. Mais c'est des vraies questions qu'on doit se poser, qui sont pertinentes. Et voilà, si on veut aller à la racine du problème, c'est ces questions-là qu'on doit se poser. Et alors, sur la question de la marge, moi je pense que c'est légitime de vouloir préserver une marge de 3%. On peut difficilement faire moins avec la marge d'erreur et avec les aléas d'un chantier de construction. Le problème, c'est sur quoi ? Voilà. Faire 3% de marge sur un projet utile, très bien. Faire 3% de marge sur un projet inutile, ben non. Et justement, parfois, la marge est inversement proportionnelle à l'utilité. C'est bien ça le problème. Donc commençons par questionner l'utilité. Et je fais un pas de côté aussi pour dire que moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est aussi d'utiliser un peu le poste d'observation d'où on est pour nous greffer à des initiatives plus macro. Je pense notamment à la Convention des entreprises pour le climat, dont Bouygues Immobilier a été partie prenante, ainsi que Elan, qui est la filiale de conseil en immobilier durable, qui est une filiale de Bouygues Construction. Donc les deux dirigeants de ces sociétés-là ont fait partie des 150 de la CEC, donc déclinaison de la CCC. Et pareil pour le grand défi qui est en cours. Là, c'est une initiative de Engage, Jérôme Cohen, qui a eu la même idée qu'Éric Duverger au même moment, mais ils font un peu la même chose, mais avec une méthode différente. Et les propositions seront diffusées à partir de janvier, dont on est marraine également, pour penser. Voilà, on a fait une grande consultation auprès de milliers de salariés, dont pas mal de salariés Bouygues. C'est quoi les vrais freins pour une transformation profonde au service du bien commun, au service de la vie sur Terre, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, pour changer l'économie à l'échelle française déjà. Et donc, on va proposer des grandes propositions dont nous, on sera partie prenante et dont on se fera l'écho en interne déjà auprès de nos dirigeants à nous et auprès de nos parties prenantes et auprès de notre écosystème de partout là où... En fait, l'idée, c'est d'agir dans notre sphère d'influence sur notre verrou à nous ou nos verrous à nous, pour que ça infuse dans la société, dans l'économie et qu'on change le système en fait. Hein. C'est un problème systémique, réponse systémique. Et l'idée, c'est vraiment, à ce stade, je pense, de là où notre point de départ, il est clair que toutes ces initiatives, elles ne peuvent pas tout changer, mais elles inspirent. Et c'est toute l'idée, c'est d'inspirer, de renseigner et de raconter d'autres images, d'autres imaginaires et d'autres récits et d'autres trajectoires. Oui, et de faire école.
C'est ce que, et d'en parler sur TF1. C'est ce que vous dites, oui. Mais vous pointez la question des instruments financiers. Il n'y a pas que les instruments techniques qui sont porteurs de valeurs, qui encapsulent en quelque sorte des manières de penser, des pratiques, des représentations. Tout ça. Bon, les instruments financiers, c'est évident qu'ils ont un poids énorme. Est-ce que la comptabilité écologique que vous commencez à mettre en place, ou que vous testez, que vous expérimentez le bilan comptable, est-ce que ça intéresse plus largement au-delà de la filière ? Quelles sont les réactions du board, en tout cas, voilà. Et est-ce que vous voyez des leviers pour diffuser ce type d'instrument, des leviers, peut-être des limites pour diffuser ce type d'instrument ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On est encore au début alors notre stratégie, en fait, c'était justement de faire cette expérimentation chez Habitat Social et de faire parler le directeur général de cette unité-là pour dire je l'ai testé, voilà ce que ça donne, voilà en quoi c'est intéressant, voilà les limites, et que justement ce ne soit pas nous, la filière direction nous, la direction développement durable, qui en parlions, mais que ce soit des opérationnels qui en parlent. Ça marche toujours mieux quand c'est un opérationnel qui promeut une façon différente de faire. Donc on attend ce bilan comptable de janvier pour en parler plus largement, et on a aussi là en tête de faire une masterclass sur ce sujet de la comptabilité écologique, et on a d'autres idées d'expérimentation, parce que ça reste encore très R&D tout ça, la méthode elle n'est pas figée. Là on va partir sur la méthode CARE pour Habitat Social, mais on pourrait sans doute utiliser d'autres méthodes comme la méthode LIFT pour d'autres entités. Bon, ça reste très exploratoire, mais le but c'est ça, c'est de partir d'exemples concrets en interne, d'expérimentation, pour aller en parler au directeur financier en l'occurrence, mais on ne s'est pas encore aventuré à faire ça pour tout vous dire. On n'est pas prêt, je pense, mais ça c'est un peu le il n'est pas prêt, je l'ai dit de manière plus diplomatique, mais ça pour le coup c'est le cœur du réacteur, c'est la face nord de l'Everest. Il faut y aller bien outillé, donc on prépare notre coup là. Il y avait une question ici. Oui, bonjour. Donc Nils Lebot, je suis responsable de coordination de la recherche chez AREP, donc qui est un bureau d'architecture de la SNCF, et puis je suis co-auteur de l'étude de l'Institut Paris Région sur la ville Lotec. En fait, moi j'avais une remarque en fait qui met en lien en fait un certain nombre de prises de parole, et puis cette problématique autour duquel on tourne depuis tout à l'heure, parce que la question que soulevait Madame tout à l'heure sur mais au fond comment on fait pour se financer une villothèque, et comment on fait pour vivre à côté et vivre de son travail et néanmoins s'autonomiser et produire. En fait, la question que ça nous pose à tous, c'est en fait la question de la redistribution de la valeur, puisque déjà pour commencer, il me semble que tout ce que vous avez fait, ça relève du travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez produit des objets, que ce soit pour vous autonomiser ou pas, c'est un travail. Donc ce travail il devrait être valorisé. L'autre souci que vous avez, c'est que du coup, le reste du temps que vous pouvez consacrer à votre travail, il ne vous produit pas assez de valeur pour que vous puissiez, on va dire, subvenir au reste de vos nécessités de vie, à savoir acheter, je sais pas, le reste de nourriture que vous n'avez pas autoproduit ou les objets. Donc ça pose la question à l'échelle plus globale de notre pays de comment on redistribue en fait la valeur qui est produite, et je pense qu'avec une meilleure répartition des richesses, on pourrait sans doute tous vivre de beaucoup moins de travail et de beaucoup plus d'autonomie qui nous permettrait ensuite d'investir dans les low-tech. Et après, ce qui est intéressant, c'est que si on met ça en rapport avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait la seule question qu'on n'a pas le droit de poser et qui est la plus importante, c'est celle du capital. En fait, vous dites que c'est la seule qu'on peut poser, mais ce qui est marrant, c'est que quand on vous entend, vous montez, vous atteignez les limites du discours, et à un moment, on arrive à la question des profits, du système capitaliste, du fait qu'il faut faire 3%. Or, c'est ça le problème, et c'est la seule question qu'on n'a pas le droit de poser. Or, en fait, elle est systémique et elle est au-dessus de tout, parce que c'est ça qui empêche, à mon avis, le vrai saut d'échelle de toute expérimentation. Parce qu'en fait, tant qu'on est dans des expérimentations de petite échelle, de faible influence, qui ne remettent pas en cause la globalité du système, c'est sûr qu'à Bouygues, je suis certain que des bonnes initiatives, il y en a, à mon avis, il doit y en avoir 300. Sauf qu'en fait, si on remet ça à côté de la masse de ce que vous produisez à l'échelle mondiale de béton, c'est infinitésimal et ça n'atteindra jamais une marge critique, puisque le jour où ça atteindra une marge critique, ça remettra en cause Bouygues pour ce qu'il est, c'est-à-dire de faire 3% de marge. Donc en fait, moi je pense que c'est là qu'il faut attaquer, parce qu'en fait sinon, ce qu'on se raconte là n'atteint jamais le saut d'échelle qu'on a imaginé. C'est-à-dire que si quand Bouygues fait 3% de marge, mais même quand Bouygues fait 0,01% de marge,
comme Bouygues pèse des milliards d'euros à l'échelle planétaire, elle capte des milliards d'euros sur l'économie mondiale. Et ça rejoint du coup la remarque de cette dame tout à l'heure sur l'eau. C'est-à-dire que le problème qu'il y a, c'est qu'on a un problème donc, de répartition de la valeur, certes à l'échelle de notre pays, mais aussi en fait à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'on a capté une grande quantité de valeur de nos ressources et des divers pays, et en fait, elle n'est pas redistribuée sur un certain nombre de pays qui en auraient besoin, de sociétés qui sont actuellement extrêmement défavorisées. C'est assez perturbant parce qu'en fait, je vous parle, mais, mais je ne vous vois pas totalement. Mais voilà. Donc, pour moi, en fait, on est saut d'échelle versus capitalisme. En fait. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'un saut d'échelle, sauf que pour le moment, la macro-échelle, elle est capitaliste. Et tant qu'en fait, à mon avis, on ne remet pas en cause ça, je pense que ce qu'on se raconte en termes de saut d'échelle restera toujours plafonné à ce qui ne dérange pas le système. Merci. Donc, on va vous laisser répondre. Alors, il y a beaucoup de remarques. Ça s'emballe un peu en fin de période. C'est assez normal. Donc, comme je voudrais donner la parole à pas mal de gens et permettre à nos intervenants de répondre, je vous demande des interventions assez concises, s'il vous plaît. Madame, vous aviez demandé la parole. Non, ça va ? Oui, pardon. Donc, je m'appelle Victoria Moore, je suis citoyenne militante. Donc, j'interviens dans pas mal d'assos type Attaque, Terre de Liens, ANV COP21, je suis fresqueuse du climat, etc. Et aussi, je suis membre de Île-de-France Décroissance. Et donc, je pose la question sur ce mot de décroissance, parce que tout le monde le fuit. Tout le monde fait semblant qu'on peut continuer le business as usual. Même le schéma très, très rigolote que vous avez présenté avec le système capitaliste supporté par le minerai humain qui fait croître la bulle énorme spéculative du système, etc., qui est éclaté en petits morceaux avec de la biodiversité, etc. Ça non plus, ça n'adresse pas la question inévitable de décroissance. Merci. Décroissance, sobriété, on en parle beaucoup. Madame. Bonjour. Je vais essayer de faire une question très courte. En fait, elle a été déjà posée par vos interventions. C'est Quentin, je crois, qui a dit. Je suis journaliste à l'agence de presse EF Info. J'ai travaillé sur la presse environnementale et aujourd'hui, je m'intéresse à la question de ville durable. Voilà. La question, c'est comment hisser la low-tech au rang de politique publique. On a bien compris que ces initiatives SM, dans plein de milieux différents, la politique publique, comment l'attaquer ? Et est-ce que vous avez des exemples concrets de politiques municipales qui appliquent la low-tech en France ? Merci. Merci pour la concision de votre question. Monsieur. Oui, bonjour, Dan Mosba. Je travaille pour Air Nouvelle, qui est une société qui fait de l'aménagement urbain et de la promotion immobilière. Et pour être parfaitement ouvert, qui fait partie du groupe Bouygues depuis le 4 octobre dernier. Absolument. Donc un très rapide et modeste retour d'expérience, puisque c'était la question de Brigitte. Pour tous nos projets immobiliers maintenant, nous commençons par faire un diagnostic des ressources et des ressources locales de matériaux, ce qui est une démarche à la fois qui peut paraître évidente, mais qui ne l'est pas tout à fait dans le monde qui est le nôtre. Voilà, donc qui permet d'identifier des producteurs de matériaux, des producteurs de solutions à partir de matériaux naturels dans un rayon de quelques kilomètres. Voilà. Donc ça, c'était le retour d'expérience. Et puis une petite question quand même plutôt pour les économistes. Que penser du mouvement de digitalisation, de numérisation, de la poursuite de ce mouvement qui est très profond, hein, et on en a abordé certains aspects à travers la domotique, par exemple, mais évidemment, ils sont innombrables. Merci. Est-ce qu'il y avait encore, j'avais vu des mains là qui se levaient, pardon, ici. Bon, rapide. Bonjour, je suis Martin Périssier, je suis étudiant à l'Université de technologie de Compiègne, dans une formation où on questionne un petit peu la non-neutralité de la technique et la formation d'ingénieur en général. Ma question va être très courte. J'ose un peu le terme, mais comment on fait pour
rendre le low-tech sexy, entre guillemets, comment, j'ose le terme de marketing, comment on fait, là on est peut-être dans un petit cercle de convaincus, mais comme je pense que la majorité de la population et des entreprises sont assez réfractaires à ce terme-là et voient plutôt ça comme une espèce de secte amiche. Donc comment on fait pour rendre ça plus convaincant, pour faire adhérer les gens à ce nouveau modèle-là? Allez, une dernière, madame. Bonjour, je suis en reconversion professionnelle, je viens du monde de la grande consommation. J'ai découvert les low-tech lors d'un stage en fait, et le territoire de l'île Saint-Denis et de Plaine Commune. Et je voulais faire un petit retour d'expérience là-dessus. Il y aura une présentation du projet Recherche-Action lundi prochain. Mais j'aimerais questionner ici le lien intime au territoire, en fait, ce qui fait concernement sur un territoire de l'ensemble des parties prenantes. Et Quentin, tu citais en fait, c'est autant les entreprises, qu'est-ce qu'une responsabilité territoriale aujourd'hui d'une entreprise aussi, comment on embarque les citoyens. Et Stéphane, que je vois participer en fait, et 2 projets sont nés en fait de ces territoires citoyens. Il y a beaucoup de choses à aller révéler de la richesse. Et madame, vous demandiez quel type de municipalité, en fait, je vous invite à regarder ce que fait l'île Saint-Denis, notamment sur Plaine Commune, car en fait, le projet du maire est un projet de société solidaire, sobre et joyeuse. Et quand il intervient, il dit souvent, Mohamed Niabali, qu'on a peu de moyens, donc il y a beaucoup à faire local. Et moi, j'ai été profondément touchée, car je me sens aterritoriale, étant venue travailler à Paris, mais en fait, je vis à un endroit, mais je ne me sens pas ancrée dans mon territoire de vie. J'ai rencontré des gens qui sont ancrés dans leur territoire de vie et qui, du coup, se sentent concernés, et notamment quand ils vont réhabiliter des friches, ne souhaitent pas excaver des terres polluées pour les mettre ailleurs, mais j'ai entendu aussi les citoyens dire nous sommes responsables de nos propres déchets. Comment on prend en compte l'habitabilité de notre lieu de vie, et donc c'est ce lien intime à l'émotion aussi qui fait qu'on habite un territoire. Merci. Alors, il nous reste, on va se laisser 10 minutes, hein. On va déborder de 5 minutes, et donc on va essayer de répondre. Alors, on commence, Quentin ? Très rapide et juste de lancer des pistes plutôt que de développer des choses. La première remarque, c'était sur le plafond de verre, un petit peu. Nous, il y a pas mal d'acteurs qu'on a rencontrés, même je prends un paysan, qui a besoin d'une marge. Il a besoin d'une marge pour faire face aux aléas, pour faire face à... Donc pour moi, il y a quelque chose aussi à déconstruire là-dedans. C'est pas... effectivement, l'espèce de besoin de croissance tous les ans est un problème. Mais le besoin d'avoir une marge, pour moi, est assez intéressant d'un point de vue simplement sécurité d'une activité, en fait, pour pouvoir faire face à des aléas. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette croissance tous les ans? C'est souvent pour rembourser des choses. À quel moment est-ce qu'il y a des investissements? Et là, la low-tech est une vraie réponse, puisque souvent, François Jarich, par exemple, un chercheur, appelle la low-tech un système peu capitaliste. Il y a besoin de peu de capitaux. C'est un premier truc. Politique publique et low-tech, entre guillemets, notamment à l'échelle des collectivités. Ça m'a fait penser le lien entre les deux, autonomie et politique publique, à un tout petit ouvrage d'un sociologue de l'industrie dans les années 70-80 qui s'appelle Ingmar Granstedt et qui a écrit du chômage de masse à l'autonomie conviviale. Et en fait, il observait à l'époque les phénomènes de fermeture d'usines, de gens qui se retrouvaient sur le carreau, etc. Et il disait on pourrait très facilement permettre à un certain nombre de gens dont l'emploi disparaît, et je pense qu'il y en a encore aujourd'hui, non pas de leur donner, je sais pas moi, un espèce d'appât du gain pour aller se former à un métier qui n'a aucun sens mais qui recrute, voire de leur couper les vivres s'ils n'acceptent pas, mais plutôt de les aider à s'autonomiser. Et donc là, il disait en fait en 2 ans de chômage, en 3 ans de chômage, on pourrait très bien construire base par base, collectivement, territorialement évidemment, un certain nombre de choses. Et je pense que là, il y a des choses intéressantes à creuser dans finalement des vrais outils de politique publique là-dessus. Je rebondis, du coup, je fais le lien aussi. Donc j'ai suivi le projet Glocal de près, puisque ça fait longtemps qu'on se connaît avec l'équipe d'Océon. Donc le projet qui a lieu à l'île Saint-Denis. Il y a plein de territoires pionniers, il y a plein d'acteurs qui font des choses super intéressantes. Encore une fois, nous, le Low-Tech Lab, on a l'impression simplement de dire en fait, ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est pas que la Silicon Valley, c'est aussi la campagne, c'est aussi l'île Saint-Denis, c'est aussi Concarneau. Enfin voilà, il y a plein de choses un peu. Et je pense notamment à un exemple très, très simple. On parlait de revenus, finalement, d'autonomie.
Il y a eu des propositions dans ce sens-là à une époque par des chercheurs de la décroissance, je pense à Vincent Liéger et autres, une dotation inconditionnelle d'autonomie, comme une sorte de sécurité sociale totale, alimentaire, énergétique, logement, etc. C'est d'autres outils de politique publique. Et il y a des choses qui s'expérimentent en la matière, notamment, je crois que Pleine Commune en est un des acteurs, mais peut-être pas. Dans le sud-ouest, dans le nord et ailleurs en France, c'est ce qu'ils appellent le RTE, le revenu de transition écologique, qui est un outil mis en place par les collectivités pour employer des gens. Ce n'est pas le territoire zéro chômeur longue durée qui est en gros, j'ai envie de dire, un peu exploité au passage du chômeur, mais là c'est vraiment comment est-ce qu'on valorise d'autres métiers, on crée d'autres métiers un peu ex nihilo, à nouveau de la politique publique locale. La décroissance, c'est une vraie question. Il y a plein de choses qu'il faut arrêter. Il y a plein d'auteurs et de chercheurs qui bossent là-dessus. La fermeture d'un certain nombre de systèmes, on se donne les moyens de démanteler. On l'a fait avec plein de choses. On a arrêté les gaz fluo, je ne sais plus quoi, là, qui faisaient des trous dans la couche d'ozone. On a remplacé l'amiante dans une certaine partie d'un certain nombre de choses. Là, on essaye de démanteler le nucléaire. Ça paraît un peu plus compliqué que prévu, mais voilà, on a été capable à des moments de se dire il n'y a pas que la création de choses, la production de choses, l'installation de choses, il y a aussi la désinstallation de choses. Ça, je pense que c'est des savoir-faire qu'il faut réinvestir. Et on a déjà fait beaucoup le lien, nous, Low-Tech Lab, en tout cas, entre finalement un mode de vie low-tech, un modèle de société low-tech, autonome, convivial, solidaire, etc. C'est concrètement réinvestir beaucoup de travaux de chercheurs de la décroissance. Il n'y a pas grand-chose à faire le tri. Et dernier point, j'arrête après, sexy marketing. C'est résumé comme ça, mais pour moi c'est intéressant parce que c'est presque une espèce de, je sais pas comment dire, de relan du monde d'avant. C'est un peu bizarre de dire comme ça, mais c'est un peu, oh mon Dieu, il faut qu'on vende les trucs, qu'on fasse de la pub pour que ça marche. En fait, je pense pas. Je pense que aujourd'hui, 8 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire, je sais pas combien de personnes en précarité énergétique, etc., elles n'ont pas besoin de pub pour qu'une solution qui répond à leurs besoins soit intéressante. Et donc du coup, je pense que c'est se tromper de braquet, entre guillemets, voire même que je pense que utiliser les codes aujourd'hui de ce qui est désirable, ce qui est souhaitable, ce qui est valorisé, ce qui est etc., il faudrait peut-être inverser le truc et se dire comment est-ce que l'idéal de réussite, c'est pas la start-up, la grosse bagnole, la baraque sur la plage, mais un mode de vie plus low-tech. Et du coup, finalement, c'est pas marketer la low-tech, entre guillemets, c'est plutôt changer de représentation. Alors peut-être que c'est utiliser des choses qui sont de l'ordre du culturel. Et là, par contre, c'est hyper fort. Je pense qu'il y a une bataille culturelle à mener parce que c'était ça ta question. Oui. Bon, désolé. Merci. Mais, Mélina. Moi, j'ai envie de rebondir sur la décroissance aussi. Nous, notre rapport à la décroissance, il a évolué récemment. On a été des grands lecteurs de Timothée Parry, dont je vous conseille le livre si vous ne l'avez pas déjà lu, Ralentir ou périr pour une économie de la décroissance, qui nous, la direction de développement durable avec mon chef bien-aimé Fabrice Bonifay, qui en parle assez ouvertement. Disons que nous, par exemple, on a une formation qui s'appelle Prospérité sans carbone, mais ceux qui ont lu Tim Jackson et Timothée ont compris que ça veut dire prospérité sans croissance. C'est la même chose, en fait. Parce que le découplage est un mythe, parce qu'on ne peut pas augmenter le chiffre d'affaires et diminuer en absolu les émissions de CO2. Ça, c'est mathématiquement impossible. Et bon, ça reste... Alors, je vais être très, très honnête avec vous. Ça reste un sujet de discussion en interne, parce qu'il y a beaucoup de gens chez Bouygues et dans toutes les entreprises du CAC 40, c'est pas spécifique à Bouygues, qui croient au découplage, qui croient qu'on peut augmenter le chiffre d'affaires et baisser en absolu les émissions de CO2. D'ailleurs, c'est ça la stratégie. Bon, il y a encore un travail d'éducation, d'évangélisation, d'explication, en fait. Le bouquin de Timothée est scientifiquement imparable. Il fait la démonstration scientifique que c'est pas possible, en fait, que ça n'a jamais eu lieu, pas à la hauteur de ce qui est requis et que c'est très invraisemblable que ça ait lieu un jour. Donc il faut faire notre deuil et voilà. Et donc moi, on brise ce tabou-là petit à petit parce que c'est bien ça le sujet. Faire 3% de marge sur des projets utiles, très bien. Le problème, c'est qu'on a besoin d'en faire toujours plus, simplement pour alimenter le dividende, pour alimenter les salaires, pour ne pas mourir en fait. C'est ce système qui conditionne la survie des entreprises à la croissance,
à cause des endettements, etc., et de la structure capitalistique des organisations. Et là où moi je pense qu'on a une réflexion à mener, c'est notre propre sobriété organisationnelle. Il y a encore Gaël Giraud qui a parlé du facteur 12, de ce principe que le plus haut salaire ne devrait pas être plus que 12 fois plus élevé que le plus bas salaire. Ça c'est une approche de sobriété salariale. Il y a une tribune qui est parue dans Le Monde sur ce sujet-là. Ça c'est une piste intéressante. La semaine de 4 jours ou la semaine de 3 jours, ça c'en est une autre. Le service civique qui consisterait à soit aller passer 3 ou 4 ou 5 semaines par année dans les champs pour les récoltes ou dans des ateliers pour contribuer à réparer localement des choses, pour les cadres qui sont un peu engoncés dans leur chaise derrière leur ordinateur et que ça délirait les muscles d'aller faire ça quelques semaines par année. On pourrait imaginer des approches hybrides qui libéreraient du temps pour des activités d'intérêt général et ça, les entreprises auraient un rôle à jouer en jouant ce jeu de libérer du temps. Et ça moi j'y crois. Mais évidemment, ça vient percuter le modèle actuel de plein front. Et moi, je pense que c'est pas être déloyal vis-à-vis de Bouygues que de soulever ces questions-là, parce que la question, c'est quel est l'objectif ? Est-ce qu'on veut pérenniser l'entreprise ou est-ce qu'on veut traire la vache à lait jusqu'au sang et la laisser mourir et que la prochaine génération de Bouygues hérite d'un champ de mine ? C'est pas dans l'intérêt. Et puis d'ailleurs, sans parler d'un monde à plus 3 degrés dont personne n'a intérêt, y compris les milliardaires. Enfin, personne n'a intérêt à ça. Et c'est un malentendu, en fait, de croire qu'on peut s'en sortir plus que les autres. Et ça, il y a encore un travail d'éducation qui est très important. Et je finirai là-dessus pour faire le lien entre éducation et décroissance. Moi, mes moments préférés professionnels, c'est quand on fait des fresques du climat, parce que ça m'occupe beaucoup, en particulier avec des patrons. Moi, en général, je me garde de prononcer le mot décroissance, mais le fil rouge du débrief, c'est ça. Et moi, ce que j'adore, c'est quand, dans le cercle de parole à la fin, c'est des patrons qui disent eux-mêmes, évidemment, qu'il faut décroître. Et c'est des patrons qui le disent à d'autres patrons, et ça passe beaucoup mieux que si c'est moi qui le dis. Et là, voilà, c'est un travail de bataille culturelle, c'est un travail de changement de représentation, et peut-être un mot sur les récits par rapport à la désirabilité. Moi, je pense que, comme Cyril Dion, qu'il faut changer de récit, qu'il faut arrêter de se raconter qu'il faut avoir un VUS pour être une personne désirable et digne d'être aimée, parce que c'est ça, le message implicite de la pub aujourd'hui, ce qui est très profond. Donc, c'est de se raconter une autre histoire et de revaloriser le fait d'avoir du temps libre, le fait de passer du temps avec les gens qu'on aime, le fait de pouvoir faire la sieste plutôt que de se tuer à l'ouvrage. Enfin, c'est le droit à la paresse. Bon. Ça comporte beaucoup c'est très désirable en fait. Si ça se jumelle avec la sécurité sociale alimentaire, avec la démarchandisation d'un certain nombre de choses et donc avec le besoin de moins d'argent, cette histoire-là, elle est désirable en fait. Faut juste qu'on arrive à montrer que c'est possible et qu'on raconte une autre histoire. Et ça, les médias ont un rôle fondamental à jouer, à la fois dans les fictions et dans l'information. Hier, j'ai fresqué 15 journalistes de TF1 pour qu'on parle de climat plus souvent dans les JT et dans les documentaires et qu'on fasse le lien entre canicule et changement climatique et mode de vie carboné. Voilà, tout ça, c'est des espaces d'influence pour faire évoluer le système jusqu'au grand jour, quoi. Merci. Vous voulez... Franchement, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? Bon, et alors... Je voudrais... Non. J'ai juste On n'a pas le temps. En un mot, Oui. dire à madame qu'effectivement, entre la première spirale et la deuxième, il y a clairement une réduction des volumes. Et ça s'appelle décroissance. Mais c'est clair que, au-delà du principe de décroissance, de réduire le volume des consommations et des productions, ça pose effectivement la question de comment les modèles économiques des entreprises, comment est-ce qu'on réconcilie le modèle d'affaires, qui est aujourd'hui complètement adossé à l'augmentation des volumes, on crée de la valeur en produisant moins. Et il y a plein de solutions. On le fait déjà sur l'énergie, par exemple, avec les contrats de performance énergétique. Les gens se rémunèrent sur une économie d'énergie. Voilà, c'est possible. Merci. Je voulais vraiment remercier nos deux intervenants pour la qualité de vos propos, mais aussi pour l'honnêteté et la loyauté aussi dont vous avez fait preuve. Donc c'était extrêmement intéressant. On a brassé des questions qui évidemment vont bien au-delà de la marge d'action que l'on peut avoir ici à l'Institut, mais on voit que voilà, c'est des questions qui se posent aujourd'hui. On n'a pas parlé de la crise sanitaire, on n'a pas parlé de la 6e évaluation du rapport du GIEC là en 2022. Bon, toutes ces questions qui font que c'est d'une actualité effectivement très brûlante. Voilà. Et donc, je voulais aussi vous remercier pour ce moment en présentiel et tout à fait intéressant d'échange. Merci.
justement, c'est ce que j'allais dire. C'est parce que au sein, non mais on ne sera pas de trop. Non mais on ne sera pas. C'était spontané ou c'était. Non mais je pense qu'on ne sera jamais de trop à l'institut pour porter aussi cette parole et l'argumenter. Donc plus on sera. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut nous concerne aussi dans notre propre structure, c'est comment est-ce que nous aussi on s'organise pour porter cette parole, comment est-ce qu'on l'argumente, comment est-ce qu'on l'apporte. Exactement, et travailler les récits qu'on fait. Enfin, c'est pas Odile, la low-tech. Non ? Allez, on y croit. Mais non. Et clairement, c'est la. Eh bien, écoutez, c'était tout le propos. Je vous avoue que c'est la première fois. C'est la première fois en elle-même stimulée. Et c'est exactement, ça me fait plaisir que vous disiez ça parce que c'était exactement le propos de ce dessin. Ce dessin, il est fait pour évoluer. Il est fait pour argumenter et c'est la première fois que je le montre. Ouais. Donc, ce que vous m'avez dit, par exemple, sur le fait qu'on ne voit pas clairement la réduction des volumes, ça m'interroge sur la façon dont j'ai représenté ça en C'est tout ça. Mais il me semblait, mais vous croyez, parce que c'est ce que je m'étais dit au départ, je m'étais dit quand même, on voit que ce gros truc, il est quand même petit. Mais vous avez raison. Faites-le mesure. Et vous verrez si la combinaison de ça fait pas ça. Sachant que ça, clairement, vous voyez, enfin, l'idée aussi, c'est de montrer que c'est le début. Je veux dire, c'est même pas où ça s'arrête. Personnellement, je mettrais au-delà des limites. Je mettrais des flèches. Oui. Simplement. Pour dire que ça continue. Encore plus. Augmenter